juste avec Claude Code, avec quelques exports CSV, en donnant juste les cox par pays, etc. Il y a moyen de vérifier maintenant les factures très très rapidement. On parle d'entreprises qui envoient 150 000, 200 000 commandes par jour pour les plus grosses. Et en fait, ouais, t'es un petit chez eux, tu vois. Là, il y a la taxe au 1er juillet qui est vraiment tombée de 3 € par colis, etc. C'est un peu le foutoir, il y a tout le monde qui panique dans les groupes, dans les Discord, sur Twitter, etc. etc. Mais en fait, ton agent, faut presque le voir comme un associé parce que sans lui, il n'y a rien qui tourne dans ton business. Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. On est en compagnie d'Antoine, l'expert logistique du coup de l'Azicom. On va aborder tous les sujets autour de la logistique. On va vous donner vraiment full valeur à ce niveau-là. Il y a beaucoup de sujets entre la Chine, les taxes en Europe qu'on va pouvoir aborder, les agents, plein de techniques, plein de choses qu'on va pouvoir justement vous délivrer dans ce podcast-là. Et qui de mieux justement que Antoine, qui m'accompagne déjà depuis plusieurs mois sur les shops et du coup sur tous les shops de l'Azicom d'un point de vue logistique. Tu fais la relation avec les agents, tu fais pas mal de choses. Donc si tu peux déjà te présenter un petit peu plus que ce que j'ai déjà pu faire pour comprendre en détail là où tu interviens. Ouais, carrément. Donc, moi, c'est Antoine. Ça fait, comme tu le dis, quelques mois qu'on travaille ensemble maintenant. Du coup, maintenant, principalement sur l'Azicom. Donc, en fait, je vais accompagner les membres dans le relationnel avec les agents, tout ce qui va être sujet réglementaire aussi, sur, par exemple, des produits qui peuvent être un peu plus touchy. On s'occupe d'aller voir les agents en Chine, essayer de créer la meilleure relation possible avec eux. Et puis derrière, accompagner les membres sur tout ce qui va être sujets qui sont liés au scaling et à la logistique, donc tout ce qui va être stock. Ensuite derrière, est-ce qu'on passe par un 3PL en Europe ou pas, toutes les questions que peuvent se poser liées à la logistique en scaling. Ok, là tu vois, tu as parlé beaucoup de relations avec les agents. À quel point est-ce que c'est important d'avoir une relation avec ces agents? Puisque la plupart des gens, c'est juste des messages WhatsApp qu'on échange avec les agents. Donc quel est le rôle de ça justement En fait, c'est hyper important la relation avec l'agent parce que déjà ils ont des notions qui sont très très différentes de chez nous dans la façon d'aborder le business et les relations commerciales. Ils ont un mot pour ça en Chine qui s'appelle le guangxi. Le guangxi, ça n'a pas vraiment de traduction chez nous, mais c'est comment on établit les relations interpersonnelles dans le business, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui est très très important. Et en fait, il ne faut pas hésiter des fois à sortir un peu du cadre vraiment purement professionnel avec les agents. C'est quelque chose qui ne se fait pas trop en Europe. Mais là-bas, c'est très bien vu de discuter parfois de la famille, parfois de ce qui se passe autour. Aller voir les agents si possible. Mais en fait, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne différemment de chez nous en Chine. Et ça, on le voit, par exemple, c'est assez rare qu'on signe des contrats avec les agents. Alors que quand on travaille avec un fournisseur européen, quand on travaille avec des partenaires en Europe, il y a souvent des négociations, il y a des contrats qui se signent, etc. Là-bas, ils fonctionnent énormément à la confiance. Et donc, la confiance, elle se bâtit dans le temps et aussi sur des sujets qui peuvent être un peu en dehors du commercial et du pur business des fois, quoi. Ok, et du coup, le fait de maintenir une bonne relation avec les agents, qu'est-ce que tu peux espérer? Je sais pas, une baisse des coûts? C'est quoi globalement qu'on peut oser espérer? En fait, il y a plusieurs choses. Alors, il y a le levier coût, ça c'est sûr. On peut potentiellement négocier plus facilement des meilleurs prix, des meilleurs COGS. Ok. Donc, il y a ça. Mais il y a aussi d'autres avantages qui vont être moins financiers et qui vont être plus, par exemple, temporels. Par exemple, l'agent, s'il a une très bonne relation avec toi, je sais pas, dans tous ses clients, il va penser à toi et à 2-3 clients avec qui il a une très bonne relation en premier. Donc, par exemple, quand ses employés vont arriver dans la warehouse le matin, tes commandes à toi, ça va être les premières qui vont être traitées. Ok. Et ça, alors, il y a un enjeu de volume. Forcément, si tu es le plus gros client, tu vas passer en priorité. Mais si tu as une très bonne relation avec l'agent, ça peut aussi jouer. Et donc, forcément, tu vas gagner en délai. Tu peux aussi gagner, s'il y a vraiment une grosse confiance, en délai de paiement. Ça, c'est hyper important en e-com. On en reparlera peut-être ensuite pour la trésorerie, la gestion de la trésorerie. Mais l'agent, il va te faire confiance. Et donc, par exemple, tes commandes du lundi au dimanche, tu vas les payer le lundi d'après. Donc, tu auras un délai de paiement d'une semaine, voire 2 semaines, des fois, pour payer tes factures. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à aller gagner, à avoir une bonne relation avec son agent. Et c'est quelque chose qui
globalement prend assez peu de temps par rapport au retour sur investissement. Ouais. C'est-à-dire que bon, c'est quelques messages de temps en temps. Ça peut être des fois, prendre une semaine pour aller en Chine une fois par an et visiter l'agent. Voilà, c'est quelque chose qui prend pas forcément énormément de temps et qui peut avoir un ROI énorme à long terme sur votre business, quoi. Et quelles sont les différentes stratégies ou du moins les quelques règles que tu as données justement pour maintenir une bonne relation avec l'agent? Je sais pas, quelques petits tips, par exemple, quand il y a une fête, tu vas souhaiter la bonne fête chinoise, on va dire, à l'agent, etc. Qu'est-ce que tu peux nous donner Ouais, là-dessus? alors il y a des petites choses comme ça. Par exemple, regarder en début d'année le calendrier avec les fêtes, comme tu dis, et puis se noter, chaque jour de fête, on se le note dans son calendrier, et en fait, on envoie un petit message à l'agent, ça coûte rien. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est bien perçu pour eux. Il faut regarder parce qu'il y a des fêtes qui se souhaitent pas Ok. en Chine. Traditionnellement, par exemple, toutes les fêtes liées aux morts, ça se souhaite pas parce que c'est pas censé être des choses joyeuses. Il faut faire un petit peu attention quand même. Mais globalement, voilà, se noter dans le calendrier toutes les fêtes qui se souhaitent. Envoyer un petit message, ça coûte rien. Parfois même, quand ça fait longtemps que vous travaillez avec votre agent, n'hésitez pas à lui envoyer un petit cadeau. Pareil, quand vous allez le voir, il faut lui amener des cadeaux. Il faut savoir qu'en Chine, ils ont déjà tout à côté de chez Mhm. eux. Ça sert à rien d'amener des cadeaux un peu impersonnels ou des trucs que vous pensez. C'est pas une question d'argent en fait. Ils préfèrent avoir des choses qui sont culturelles. Là-bas, ils sont très attachés à leur culture et ils aiment bien découvrir les cultures des gens aussi. Donc tu vois, typiquement, nous, quand on a été en Chine, moi, je leur ai ramené que des trucs de chez moi, de ma région, en leur expliquant, bah voilà, ça c'est traditionnel de Ouais. ma région. On fabrique ça depuis des décennies, des siècles dans ma région, etc. Donc voilà, donc des choses qui vont être assez personnelles. On revient sur ce que je disais avant, hein, pas hésiter à aller dans le perso et discuter un peu de votre culture, de la famille, de plein de choses. Voilà, ouais, essayer on va dire, de build sur le long terme une relation Ok. forte. Et voilà, ça passe par ce genre de micro-détails. Des fois, c'est des trucs qui prennent une minute, un petit message, mais Mm. ça fait toujours bien. Ok. Moi, j'ai aussi autre chose en tête, c'est notamment, parce que je l'ai vu chez pas mal de gens, ils voient les agents un peu comme des... C'est limite pas comme un partenaire, mais je sais pas, c'est comme un prestat sur le côté qui doit forcément ship et bien faire les choses. Et parfois, les agents, ils y sont pour rien. Tu vois, il y a des choses qui se passent. On va pouvoir revenir sur le sujet des taxes. Il y a plein de choses. Des fois, il y a des contraintes. Il y a des usines qui finalement ne produisent plus ton produit ou plus en assez grande quantité. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et l'agent, parfois, il n'y peut rien et finalement, peut-être qu'il va prendre plus de temps à shipper un produit ou alors les délais de livraison vont augmenter. Lui, il n'y peut rien, ça l'impacte aussi, donc ça vous impacte aussi. Et dans la réaction qu'ont les gens souvent, c'est en mode, genre vraiment, ils traitent l'agent mais comme une merde, tu vois, limite. Ils envoient des messages super secs, super froids, genre il faut que tu m'envoies ça, il faut que tu me fasses ci, il faut que tu me fasses ça. Et ça, typiquement, dans la relation, justement, dans la trust et dans Bull, justement, la relation avec l'agent, c'est hyper néfaste et ça porte à préjudice. Il faut vraiment avoir ça en tête, que l'agent, c'est un vrai partenaire avant tout. Sans lui, on peut rien livrer, on peut rien faire. Genre vraiment, votre business, il n'existe pas. Donc au quotidien, il faut savoir être conciliant. Bien évidemment, si l'agent abuse, il ne faut pas hésiter à lui dire, mais avec une bonne forme, sans lui rentrer dedans directement, etc. Mais ça, c'est important aussi. Il y en a beaucoup qui l'oublient et qui envoient des messages trop secs aux agents. Ça, c'est important. En fait, il y a deux choses, je pense, sur ce sujet-là. La première, c'est que tant que tu n'as pas été voir ton agent pour de vrai, en fait, tu manques peut-être un peu de la vision humaine. Et donc, en Ouais. fait, tu as tendance à te dire, limite, tu as l'impression de parler à une IA et si tu lui parles mal, tu t'en fous. Donc, déjà, il y a ce truc d'y aller, ça renforce la relation. Et en fait, tu vois ses salariés dans l'entrepôt, dans la warehouse, tu vois ton agent, tu vois comment il fonctionne. Tu lui as parlé du coup de sujets qui sont plus perso, donc tu vois qu'il y a un humain derrière. Donc déjà, ça t'es moins enclin à lui parler de la mauvaise manière. Et il y a aussi un truc que les gens se rendent pas compte parce que chez nous ça fonctionne pas comme ça, mais en Chine, en fait, ils ne savent pas dire non et en fait ils ne diront jamais non frontalement à quelqu'un. Donc si tu leur dis quelque chose qu'ils peuvent pas faire, ils vont te dire oui, je vais réfléchir, je vais essayer de trouver une solution, et en fait ils te diront pas non. Et des fois la solution qu'ils vont t'apporter, elle va être plus néfaste pour ton business
que, par exemple, te dire oui. Enfin, Ok. que te dire non, par exemple. Pardon. Donc, ils vont te dire, au lieu de dire non, par exemple, tu leur dis, bah ouais, l'usine, elle source plus mon produit, comment on fait? Dépêche-toi d'en trouver un autre, tu vois. Et en fait, si tu lui dis ça, au lieu de lui dire, ok, est-ce qu'il y a des alternatives, qu'est-ce qu'on peut trouver et tout ça, si tu lui donnes un ordre et que tu lui dis, trouve-moi autre chose, il va te trouver autre chose, sauf que potentiellement, il va aller sourcer dans l'usine qui est à côté et qui fait de la qualité Hmm. horrible, mais en fait, ça va être la seule solution qu'il a à te proposer au lieu de dire non, et donc il va ship de la mauvaise Ok. qualité, et tu peux te retrouver avec des impacts qui sont hyper néfastes pour ton business. Donc toujours faire attention quand on parle aux agents, de jamais les confronter dans des questions fermées en leur dit et en fait que leur solution soit de dire oui ou non, parce qu'ils diront jamais non, ils diront tout le temps oui et ils vont trouver une solution qui peut être catastrophique. Donc Intéressant. toujours poser des questions ouvertes, par exemple, ok, cette usine-là elle fait plus mon produit, est-ce que tu penses à une alternative, qu'est-ce qu'on peut faire à la place, est-ce que tu as une autre usine, mais jamais aller frontalement le confronter Hmm. parce que sinon il va pas vous dire non et il y aura un problème. Surtout que c'est pas dans son intérêt à l'agent de vous entuber dans le sens où bah lui il en pâtit aussi. Mm. Si votre usine ne produit plus et que vous pouvez plus livrer, bah lui il peut plus livrer non plus et donc il laisse de la marge sur le côté. Donc c'est pour ça notamment c'est super intéressant ce que tu dis et pas aller frontalement parce que en fait c'est un vrai partenaire donc ça fonctionne ensemble. Si toi tu fonctionnes plus, lui ne fonctionne plus d'une certaine partie aussi. Donc c'est pour ça y aller en mode bienveillant, en mode qu'est-ce qu'on peut faire, genre Mm. viens on trouve une solution ensemble et on s'entraide main dans la main. Et je pense qu'il y a une base d'honnêteté aussi à avoir dès le départ, sachant ça que la Chine fonctionne comme ça notamment, où ils ont du mal à dire non, etc. Il y a quelques Chinois de temps en temps qui sortent un peu du lot, où on en connaît certains notamment, ils ont bien compris comment les Européens Mm. fonctionnent, mais la plupart, c'est vrai que c'est compliqué. Et si tu le sais pas, tu peux vite te faire avoir, entre guillemets. C'est juste, en fait, dès le départ, être transparent. Tu dis, écoute, moi, je fonctionne comme ça. On peut tous dire, tu vois, s'il y a un souci ou quoi que ce soit, il faut pas hésiter à me le dire. S'il y a quelque chose qui va mal, il faut pas hésiter à me le dire. S'il y a des cox qui augmentent ou quoi que ce soit, Mm. faut pas hésiter à me le dire. Je préfère le savoir et qu'on puisse anticiper pour voir quelle solution on peut trouver ensemble et qu'on continue d'avancer ensemble dans la bienveillance, etc. Plutôt qu'on se cache des choses et qu'en fait je le découvre au dernier Mm. moment et que du coup un mois plus tard ça mette en péril, tu vois, mon business et finalement que je me retrouve à changer d'agent, tu vois, à cause de Mm. ça. Pas hésiter aussi à le dire dès le départ et au moins ils sont au courant, tu vois. C'est déjà ça. Puis un autre sujet chez les e-commerçants, c'est qu'ils ont tendance à voir l'agent limite comme un VA parce que Bah en oui, fait ils lui ont jamais alors enfin les VA faut aussi bien leur parler hein, oui, bien attention sûr. mais ils ont tendance à le voir comme un VA voilà comme une IA parce que tu l'as jamais vu, tu lui as jamais parlé et tout. Mais en fait, ton agent, faut presque le voir comme un associé parce que sans lui, il y a rien qui tourne dans ton business. Ouais, 100%. Et arriver à un certain volume, ton agent, il connaît tellement bien ton prod, il a tellement les process en place pour ton prod, ton shop et bah, ta situation spécifique avec bah, voilà, ton prod, tes upsells, ton packaging, tes cartes de remerciement, tout ça. Donc tout ton process de logistique derrière, il faut presque le voir plus comme un associé que comme un employé. Et en fait, vraiment... le voir comme la personne avec qui tu vas travailler sur le très long terme et donc pas la personne remplaçable qui si du jour au lendemain ça te plaît plus ou il te dit un truc qui te plaît pas Mm. tu changes comme ça parce que bah en fait ça se fait pas comme ça non plus quand tu arrives à certains volumes quoi. Ouais, 100%. Et du coup, enfin, je pense que malgré le fait qu'on se dise ça et qu'on prenne l'associé, enfin, et qu'on prenne l'agent comme une vraie partie prenante du business, tant qu'on n'a pas été en Chine, c'est Mm. quand même compliqué de vraiment s'en rendre compte vraiment profondément. Moi, tu vois, c'était le premier, j'ai toujours considéré mes agents, etc. Mais quand j'ai été les voir, il y a un truc en plus qui se passe. En fait, tu te rends compte que derrière, il y a plein d'employés, tu fais vivre plein de monde, enfin, il y a plein de choses qui se passent. En fait, c'est incroyable. Et donc, ouais, ça renforce encore la relation et la compréhension aussi. Et donc, notamment sur le fait d'aller en Chine, quand est-ce que tu penses qu'un e-commerçant peut commencer à aller en Chine? À partir de quand est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que, en fait, dès le départ, c'est rentable pour quelqu'un? Enfin, tu vois, genre. Alors moi il y a un truc que je dis souvent aux membres de la Zicom qui me posent la question, c'est ouais donc du coup la question c'est oui à partir de quel moment tu commences à aller en Chine. Je pense qu'il n'y a pas de palier, bon, c'est pas à partir de 1 Oui. cadet, 3 cadets, 5 cadets, c'est plus à partir du moment où tu as suffisamment de trésor, en fait, tu es à l'aise en termes de trésorerie et tu as, bon, mine de rien, c'est pas donné, la Chine, enfin, un aller-retour plus la vie sur place et tout ça, c'est pas donné. Donc, à partir du moment où je dirais que tu as 2-3 cas de trésor dispo que tu peux allouer à un voyage, plutôt que d'aller à Bali ou à Dubaï ou je sais pas où, ben, en fait,
ton premier step, pourquoi pas, c'est d'aller en Chine. Déjà parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. En fait, c'est très sympa. La Chine à visiter, voilà, Shenzhen, Canton, là où sont les agents, c'est assez sympa. Et puis surtout, c'est beaucoup plus vision long terme, voilà, relationnel businessment parlant, c'est plus intéressant d'aller en Chine. Donc je dirais qu'au lieu de se ruer vers Bali ou la Thaïlande ou Dubaï, pourquoi pas aller en Chine une semaine, voilà, discuter avec son agent, voir comment ça se passe une warehouse, parce qu'en plus c'est très abstrait quand tu n'y as jamais été, Ouais. tu te rends pas compte de ce que c'est une warehouse, en fait, c'est énorme, il y a des salariés qui travaillent dedans, il y Le a nombre des de process, c'est impressionnant. c'est vraiment impressionnant. Donc en fait, ça vaut le coup, voilà, à partir du moment où vous avez un peu de trésor de côté et que vous pensez à pas relâcher, mais au moment où vous vous dites, ok, là, je vais prendre une semaine, 2 semaines un peu plus tranquille pour souffler parce que ça fait un moment que j'ai la tête dans le guidon ou que je lock-in ou je sais pas, peu importe, mais voilà, et ben passer par la Chine, quitte à aller après une semaine ailleurs. Mais moi, je dirais que c'est vraiment à ce moment-là, voilà, un peu de trésor de côté, l'envie un peu de souffler et de voyager, bah, allier l'utile et l'agréable, passer en Chine et après vous repassez ailleurs. Mais voilà, Ok. ça permet de faire un petit tour Ouais. avec l'agent, quoi. Bon, n'ayez pas en tête, si vous venez à peine de débuter, il faut forcément sûr. aller en Chine ou quoi que ce soit, il n'y a Non, mais pas c'est pour besoin. Moi, le premier, j'ai mis longtemps à aller en Chine et c'est pas parce qu'on vous parle de la Chine, etc., qu'il faut forcément se ruer Ouais, là-dessus. ouais. C'est Mais pour ça que je parle de la trésor, parce qu'en e-com, la trésor, c'est un gros enjeu. Donc, quand je dis 2-3 cas, c'est vraiment 2-3 cas à l'aise sur le côté que vous aviez prévu d'allouer, par exemple, ouais. à un voyage ou quelque chose comme ça. Là, vous pouvez le mettre, mais Mieux vaut non, les mettre dans les testings et dans ce genre vous de mettez pas choses. dans le rouge Ce sera pour plus aller en rentable. Chine non plus. Ouais, Ouais. ça sera plus rentable, en effet. Tu vois, on parle d'argent là depuis le départ. On va aborder un sujet un petit peu plus débutant et puis ensuite on va aborder plus tard sur les taxes et d'autres sujets un peu plus avancés. Mais pourquoi un agent en fait? Du coup, parce qu'on parle d'agent, mais tu sais, on entend notamment beaucoup ceux qui débutent. Bah, pourquoi on passe pas par AliExpress? Pourquoi on passe pas par des grosses plateformes comme CJ Dropshipping, Zendrop, je sais plus ce qui existe, AutoDS, ce genre de Mhm. choses là qu'on voit chez les gros formateurs YouTube, enfin du moins les plus visibles sur le papier. Pourquoi du coup? Alors, il faut dissocier déjà AliExpress et les 3 plateformes que tu as citées, donc CJ, Zendrop et AutoDS. AutoDS. Donc AutoDS, Zendrop et CJ, c'est des plateformes qui déjà font le pont entre AliExpress et toi. En fait, tu vas la connecter sur ton shop, c'est comme l'équivalent de Deezer aussi, Deezer, je sais pas comment on le prononce, mais c'est ça. Ça fait le pont entre toi et AliExpress ou toi et un fournisseur. Très souvent, ceux qui recommandent ces plateformes-là, donc c'est des gros formateurs ou ce genre de choses, c'est qu'ils ont des commissions, des affiliations très très importantes sur les volumes qui transitent. Donc si vous payez par exemple 10 dollars sur la plateforme pour du coup ship votre produit, et ben il y a 1 dollar qui va directement dans la poche du formateur. Ah, même plus que ça, je Ouais, pense. donc les commissions, c'est 10 à 20%, enfin, c'est vraiment Ok. assez élevé. Donc déjà, il y a des surcoûts qui sont énormes. En plus, souvent, ces plateformes-là, du coup, sont connectées à un fournisseur AliExpress. Et en fait, sur AliExpress, c'est déjà une marketplace où entre l'usine et le fournisseur AliExpress, il y a des intermédiaires. Donc déjà, il va y avoir par exemple des trading companies qui vont être spécialisées. Ils vont sourcer par exemple auprès d'une usine plein de matériel de musculation et ensuite ils vont revendre à des fournisseurs, etc., qui eux se retrouvent sur AliExpress. Donc il y a beaucoup d'intermédiaires. Chaque intermédiaire rajoute sa marge, donc ça peut être assez cher. Et assez souvent, donc on va arriver à pourquoi un agent. Très souvent, quand on va demander une quote, donc un devis à un agent pour un produit spécifique, parfois on va se rendre compte qu'il est un poil plus cher au début qu'AliExpress quand on va faire les testings, etc. Mais en fait, à long terme, l'agent est beaucoup plus viable que AliExpress. Pourquoi? Parce que AliExpress, on a premièrement une visibilité assez faible sur tout ce qui va être délai. Mhm. Donc en fait, c'est très aléatoire. Il n'y a aucune possibilité de faire du stock tampon. Donc en fait, une fois, ils vont expédier ta commande en 24 heures parce qu'ils ont du stock et une fois, ça va prendre 5 jours parce qu'ils en ont plus. C'est quoi le stock tampon? Le stock tampon, ça va être par exemple, bon, bah, quand tu travailles avec un agent et que tu fais 50 commandes par jour, et ben en fait, à chaque fois que ton agent il va commander à l'usine, il va commander 250 pièces par exemple. Donc ça fait 5 jours de vente. Et en fait, il va avoir dans son entrepôt assez de stock pour, même s'il ne te le dit pas, des fois il le fait lui-même de son côté, mais
mais pour pouvoir envoyer en 24 heures, 48 heures, il va faire assez de stock dans son entrepôt pour du coup envoyer tes commandes rapidement. Ouais, parce qu'il y a un délai entre l'usine et la warehouse de l'agent. Exactement, en fait. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des délais genre de 5 jours entre l'usine et la warehouse de l'agent sur certains produits. Et donc, sans stock tampon, le délai de livraison, il explose, quoi. En fait, plus tu es petit auprès de l'usine, moins tu es prioritaire sur les commandes, ce qui est normal. Et en e-commerce, c'est globalement souvent les mêmes produits qui reviennent. Il y a beaucoup d'e-commerçants qui vendent les mêmes produits. Et en fait, ceux qui font un gros volume absorbent tout vers eux, ce qui est normal. Et donc, ils sont prioritaires auprès des usines, prioritaires auprès des agents. Donc, en fait, si toi, tu fais 10, 20, 30 commandes par jour, quand ton agent il va passer commande de 100 pièces auprès de l'usine, et ben, en fait, l'usine, elle va dire « Oui, je te les livre. Enfin, moi, ça sera dispo dans 3 jours parce qu'avant, j'ai d'autres clients. » Et en fait, au bout de 3 jours, il faut encore 1 ou 2 jours pour que ça arrive à la warehouse de l'agent qui traite les stocks, qui package, etc. et qui l'envoie. Donc là, tu as ce qu'on appelle le lead time, qui est entre l'usine et l'agent. Ça peut prendre 4, 5, des fois 4, 5, 6 jours. Ouais, en gros, il y a le délai de production, du coup, le délai à quel point tu es prioritaire ou pas, du coup, une fois que c'est produit, et le délai de livraison, du coup, à prendre en compte. Et c'est pour ça que moi, ça pouvait prendre 4-5 jours sur certains produits. Exactement. Parfois, Et donc, il y a cette notion de stock tampon qui est importante. C'est que dès que vous avez un testing qui est validé, dès que vous commencez à faire 10, 15, 20 commandes par jour, il faut voir avec l'agent et lui demander s'il y a possibilité de faire un stock tampon. Si vous travaillez avec lui depuis longtemps, théoriquement, il le finance parce que ce n'est pas une très très grosse immobilisation de trésorerie. En général, c'est histoire de 4-5 jours de vente. Si vous n'êtes pas un très gros volume, ça lui revient pas très cher. Si ça fait pas très longtemps, il va vous demander de le financer, mais en fait, vous derrière, sur votre SAV, sur plein de choses, ça va se ressentir parce que il va envoyer en 24-48 heures au lieu d'envoyer en 5 jours. Donc quand on rajoute encore 10-12 jours de livraison après, ou 9-12 jours de livraison après, ça commence à faire vraiment long. Donc ça va se ressentir derrière. Donc oui, cette notion de stock, c'est assez important dès qu'on a quelque chose qui commence à bien prendre. Et donc, du coup, pour revenir à l'agent VS AliExpress, il y a cette notion de stock qui n'est pas possible sur AliExpress. Donc, en fait, ça va être aléatoire. Quand ils vont en avoir, ils vont envoyer vite. Quand ils ne vont pas en avoir, ils vont envoyer lentement. Vous n'allez pas avoir la possibilité de négocier les COGS aussi facilement qu'avec un agent. Donc en fait, l'agent, même s'il est un peu plus cher sur le testing, dès que vous faites du volume, vous allez pouvoir négocier le COGS en disant, sur le testing, tu prends un peu plus de marge, c'est normal parce que ça prend du temps, il faut sourcer le produit, il faut payer donc le boulot de l'agent de sourcing qui est au bureau de l'agent, etc. Du coup, il va pouvoir ensuite dégrossir le prix au fur et à mesure quand vous allez faire du volume parce que du coup, lui, il prend sa marge sur le volume et moins sur le prix unitaire. Il y a aussi pas la possibilité de brander les produits. Ça, c'est un vrai sujet en fait pour la satisfaction client. Quand vous commencez à faire 500, un cadet, 2 cadets, c'est important qu'il y ait un packaging cohérent au moins avec votre logo, que vous ayez une carte de remerciement dans le colis, voire des fois avoir son logo sur le produit directement à un plus gros volume. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes et qui ne sont pas possibles avec AliExpress. Vous n'allez pas avoir les possibilités d'avoir des délais de paiement. On en parlait aussi, donc payer à la semaine les commandes de la semaine précédente, par exemple. Ça, c'est pas possible avec AliExpress parce que très souvent, il faut ce qu'on appelle top-up, c'est-à-dire que tu vas envoyer chez le fournisseur un montant de trésorerie lui, en fait, à chaque fois qu'il envoie la commande, il pioche dedans, donc tu payes en avance. Ou alors, il va accumuler les commandes et toutes les 48 heures, il va te dire pour que j'envoie les 20-30 commandes qui ont été passées, faut que tu payes et je les envoie. Donc, il y a ça. Il y a beaucoup de sujets qui font que l'agent est Je crois que j'ai un autre avantageux. truc en tête, c'est que le fait que si tu vends plusieurs produits dans le même packaging sur AliExpress, ça se trouve, je dis des bêtises, mais tu vas pas pouvoir avoir un prix justement bundle pour les mettre ensemble. Et en fait, tout va être envoyé séparément comme si c'était vraiment 2 packagings différents. Et donc, tu payes plein pot les deux. Donc, au lieu de, je sais pas, t'en as un qui coûte 10 €, l'autre 8 €, ça va te revenir à 18. Alors que si tu étais par un agent, peut-être ça t'aurait coûté, je sais pas, 15 parce qu'en fait, il met dans le même colis et donc au poids, c'est plus intéressant dans le même packaging, quoi. Oui, parce que en fait, quand tu passes par AliExpress, la plateforme, le fournisseur qui est sur lequel tu te branches pour avoir ton produit, en fait, il est spécialisé de ce type de produit-là. Et donc, si tu mets un upsell
sur ton shop avec un autre produit, ça va venir d'un autre fournisseur et donc des fois ça peut faire deux colis différents pour ton prod plus ton upsell. Là où l'agent il va faire ce qu'on appelle une consolidation de stock, c'est-à-dire que ton agent tu vas aller le voir et tu dis voilà mon offre actuelle c'est tel produit et l'upsell c'est je sais pas, on va prendre un exemple bête. Je vends un t-shirt et en gift ou en upsell, j'ai deux paires de chaussettes. Bon, et ben l'agent il va commander en stock 10 t-shirts, il va commander du coup 20 chaussettes parce qu'à chaque fois il en met deux, mais il va les mettre en même temps dans sa warehouse à lui et dans chaque colis il va mettre un t-shirt et deux paires de chaussettes. Tout sera Et dans le donc même on se packaging, retrouve avec etc. le même packaging, donc ça coûte moins cher de shipping. Pour la satisfaction client, tu reçois tout dans le même colis, donc en fait c'est quand même bénéfique. En plus du coup ça sera brandé avec votre logo sur le packaging, une petite carte de remerciement. Enfin on voit qu'en fait tout au long du process, que ce soit à partir du sourcing ou que ce soit jusqu'à la réception au client, en fait c'est important d'avoir un agent parce qu'il va faire les choses beaucoup plus proprement que via AliExpress. Ouais, 100%. Un des sujets aussi que j'ai en tête, notamment le fait de passer par un agent peut pas mal aider par rapport à ça. Je sais pas si avec AliExpress il y a la possibilité sur ça, c'est que chacun des produits a différentes qualités. Des fois c'est deux et souvent trois aussi. Généralement c'est deux ou trois différentes qualités. Et très souvent, un agent ou AliExpress peuvent vous donner la mauvaise qualité ou la moyenne en général parce que ce qui intéresse 99% des dropshippers, c'est le prix et en fait tu regardes le prix avant tout et ensuite tu te bases sur le prix pour savoir si tu pars avec tel agent ou tel fournisseur, etc. Et dans plein de cas, ça suffit, tu vois, largement d'avoir la moyenne qualité, mais parfois c'est vrai que on est un peu obligé de passer sur la qualité dessus et même parfois sur certains produits, malgré le fait qu'on ait la top qualité, on va être obligé justement d'avoir, en fait on va pas pouvoir, même avec la meilleure des qualités, on pourra pas ship des fois des trucs convenable, on va dire, pour les clients, ça arrive, tu vois. Donc ça, faut l'avoir en tête. Et moi, c'est notamment le fait d'avoir une très bonne relation avec les agents. Ça me permet maintenant, je le vois, hein, la différence par rapport à mes débuts et à maintenant, où ça fait 3 ans, tu vois, que je fais de l'e-com. En fait, on me le dit direct. Genre, moi, des fois, je source des produits, l'agent, il me le dit direct. Il me dit, écoute, pour ton bien, livre pas ça. Genre, j'ai sourcé les 3 qualités différentes pour toi. Tiens, regarde, je t'ai envoyé si tu veux. Pour ton bien, en vrai, je te conseille pas de le livrer. Je pense pas que ça va tenir la route. Et ça m'est déjà arrivé d'économiser de l'argent justement sur des testings parce qu'un agent m'a déjà prévenu en amont. Ou alors parfois, en fait, j'ai la top qualité et il me dit en vrai, je pense que la médium, tu gagnes peut-être, je sais pas, 80 centimes de cox, admettons. Et je pense que tes clients seraient tout aussi satisfaits. Donc, à toi de voir, je t'envoie les vidéos, à toi de prendre la décision si tu as envie de... Et tu vois, on en revenait avec les relations qu'on crée avec les agents. Ça fait des mois et des années avec certains agents, tu vois, avec qui je travaille. Et le fait que j'ai créé cette relation depuis tout ce temps et que j'ai fait aussi un certain volume, bien évidemment, parce que comme je suis un bon spender, on va dire, chez pas mal d'agents, forcément, ils te mettent en priorité, tu vois, en plus de la relation. Ça m'a sauvé de... Enfin, ça m'a beaucoup aidé dans plein de sujets de la logistique, notamment via les qualités, notamment via les stocks tampons, notamment via les délais de paiement. Tu vois, moi, il y a des agents, je les paye 15 jours après. Même à un moment donné, avec un agent, je le paye 3 semaines après. Donc c'est énorme, tu vois. Genre, ça veut dire que pendant 3 semaines, je peux vendre. Donc ça me laisse plus de trésor pour augmenter les ads si nécessaire. Je sais pas, acheter du contenu ou quoi que ce soit pour augmenter mon scaling, tu vois, ou du moins faire le nécessaire pour. Et ensuite, je paye mon agent à la fin. Donc la relation, j'y reviens, c'est énorme et notamment dans les qualités, dans pas mal de choses, ça m'a servi pour beaucoup de choses. Ouais, ce sujet de la qualité, c'est assez important. Ça, c'est pareil à partir du moment où le testing est validé, que vous commencez à faire du volume. Pas hésiter à discuter avec l'agent de la qualité. Si ça fait très longtemps que si ça fait longtemps que vous travaillez avec l'agent, souvent il peut vous envoyer des samples gratuitement. Donc vous dites voilà le produit que tu envoies actuellement au client, envoie-le-moi. Et donc quand vous le recevez, vous checkez un peu la qualité. Si c'est suffisant, très bien, vous pouvez scaler avec cette qualité-là. Si vous sentez que c'est un peu léger, vous demandez à l'agent de sourcer d'autres qualités, donc peut-être voir 2-3 autres usines et qui vous fassent un retour en vous disant voilà, telle usine, je pense que la qualité est meilleure, telle autre, c'est moins bien que ce que j'avais actuellement, donc on laisse tomber. Et donc voilà, lui, il aura son avis. Ils sont habitués, les agents, à faire ce genre de check-up parce qu'en fait,
c'est aussi leur métier de faire le contrôle qualité. Ensuite, il peut à la limite vous renvoyer les 2-3 samples aussi des usines en question. Et donc voilà, toujours faire attention à ce sujet de qualité, toujours demander à l'agent ce qu'il en pense de la qualité quand vous commencez à scaler. De toute façon, vous allez assez vite le voir sur vos retours, votre SAV normalement. Et en fait, on en revient à AliExpress sur ce sujet-là. Il n'y a pas la possibilité de changer la qualité puisque le fournisseur, il passe par telle usine. Et en fait, lui, il vend exclusivement quasiment ce produit-là. Et donc, il ne va pas changer de qualité ou d'aller changer de fournisseur pour vos beaux yeux. Ouais. Lui, il travaille avec cette usine-là et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, aussi un autre avantage de passer par l'agent, c'est de pouvoir jouer sur les niveaux de qualité, avoir quelqu'un qui s'occupe vraiment de faire des quality checks assez poussés. Et voilà. Ouais. Ouais, et notamment un petit tips de temps en temps pour être sûr que... Parce qu'en fait, des fois, ça arrive. T'as beau demander à l'agent la qualité, etc. Il y a plein d'agents qui sont fourbes, mine de rien. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir les contacts des agents fiables, etc. Moi, le premier, je me suis fait berner par pas mal d'agents et je pourrais raconter justement quelques stories par rapport à ça. Mais là où je voulais en venir, c'est que parfois, tu vas demander une certaine qualité et tu penses qu'en fait, tu ships la meilleure des qualités et tu payes le prix pour la meilleure qualité pour ship la meilleure qualité. Et finalement, l'agent voit la medium ou la low quality parce que lui, il a trop une vision court terme. En fait, il essaye de niquer un peu tout le monde. Et c'est déjà, moi, ça m'est jamais arrivé, mais c'est déjà arrivé à des potes à moi notamment. Et de petits tips par rapport à ça, de temps en temps, faites une commande random que l'agent ne sait pas que vous commandez. Envoyez-le chez des proches ou chez vous directement, pour un petit contrôle qualité par vous-même, pour voir qu'est-ce qui est cheap. Et parce que parfois même, après c'est la faute de l'agent on va dire, mais des fois c'est l'usine, j'ai déjà entendu des histoires comme ça, c'est l'usine qui envoie une qualité un peu en dessous. L'agent, tu vois, dans les employés de l'agent ne check pas forcément, tu vois, et à vue d'œil, des fois c'est compliqué de voir que la qualité a baissé. Et finalement, en fait, l'agent pense envoyer la haute qualité et finalement c'est l'usine qui envoie la moyenne, et j'ai déjà aussi entendu des histoires comme ça. Donc ça peut être un petit tip, se commander de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, un petit, tu vois, pas mal de produits dans votre boutique pour voir qu'est-ce qui est envoyé, quoi. Ouais, tout à fait. Et juste pour faire un point, parce qu'en fait on parle beaucoup d'agents depuis tout à l'heure, mais on n'a pas trop expliqué comment en trouver. En fait, c'est un vrai sujet, parce qu'en fait, nous, on est un peu dans notre microcosme, mais en fait, dans l'Asicom, on apprend aux gens tout de suite à travailler avec un agent dès qu'ils sont en fait débutants. Le 3e module de la formation, on leur dit voilà comment on travaille avec un agent. On vous donne nos contacts d'agents pour travailler avec eux, mais dans la tête de 80-90% des gens qui se lancent et qui passent pas par l'Asicom, qui passent par d'autres formats ou qui passent par eux-mêmes et qui se débrouillent, pour 80-90%, c'est dans leur tête, le e-commerce, c'est via AliExpress ou via Deezer ou via des plateformes. Donc en fait, comment on trouve un agent? Des fois, c'est pas évident. Il faut aller diguer, donc chercher dans des groupes Facebook. Très souvent, ça se passe comme ça, groupe Facebook de e-commerce. Il va y avoir aussi sur X. Il y en a beaucoup qui se baladent, des agents de sourcing sur X. Je reçois de plus en plus de messages. Je me fais maintenant harceler par les Chinois. En fait, là. ils savent que les e-commerçants sont sur X, anciennement Twitter, et qu'ils sont... À chaque post que je fais, j'ai genre au moins 3, 4, 5 agents qui citent mon post et répondent en anglais ou en français, ou ils répondent en commentaire à chaque fois. C'est une folie. Donc voilà, X, les groupes Facebook, les Discord aussi gratuits. Discord. Si vous avez des potes qui font déjà du e-com et qui passent par des agents, demandez-leur. Aujourd'hui, il y a pas mal d'agents qui demandent des MOQ, ce qu'on appelle Minimum Order Quantity, parce qu'ils veulent pas travailler avec des gens qui font une commande, 2 commandes pendant 6 mois, tu vois, et donc ils demandent par exemple 5 commandes par jour, 10 commandes par jour, mais il y a beaucoup d'agents qui acceptent de commencer à zéro, parce que justement ils savent que quelqu'un qui commence a le potentiel dans 6 mois de faire soit 0, soit 10, 20, 50 KD, parce qu'en fait on sait pas aujourd'hui à quelle vitesse ça va, et donc il y a beaucoup d'agents qui acceptent de prendre à partir de 0. Donc voilà, et si jamais vous pouvez aussi m'envoyer un message sur X. Nous on a une liste d'agents et je peux vous donner 2-3 contacts pour des agents, mais ouais, c'est pas forcément évident, et dans la tête de tout le monde ce truc d'agent, c'est pas naturel en fait. Enfin, nous on y pense, on baigne dedans constamment, on baigne dedans et on y pense tout de suite, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc si jamais vous voulez vous renseigner à ce sujet là,
Je suis dispo. Et bah d'ailleurs à ce propos-là, dans le Big Notion, donc le plus gros guide gratuit, je pense, en francophonie sur l'e-com, que j'avais créé et qui est toujours d'actualité d'ailleurs, à l'intérieur, je vous explique justement comment recevoir le contact d'un agent. Donc je vous donne le contact en fait d'un agent, d'un bon agent à l'intérieur. Donc voilà, si jamais vous avez juste à aller voir dedans pour voir comment on récupère justement ce contact-là. Mais en vrai, c'est surtout, je pense que ceux qui savent pas trouver des agents, c'est juste, ils sont dans leur coin, ils parlent à personne, et souvent c'est des gens qui sont pas de Twitter, ils sont peut-être sur, j'en sais rien, ils font de l'e-com en regardant un peu YouTube, genre les gros YouTubeurs, les Yomi et les compagnies. Ils sont peut-être à la limite sur TikTok ou Insta, ils voient quelques réels, mais c'est tout, ça s'arrête là. Mais les gens qui deviennent un peu curieux en e-com, qui se baladent sur X, qui trouvent un Discord gratuit, puis un truc, etc., très rapidement, t'as des contacts d'agents, tu sais jamais si c'est trop fiable ou pas. Et moi, le premier, hein, j'avais déjà beaucoup de contacts au départ parce que très rapidement, j'ai montré ce que je faisais sur X. Même quand je faisais 100, 200, 300 euros de chiffre d'affaires par jour, tu vois, ce qui est ridicule en e-com. Mais j'ai très rapidement attiré à moi plein de gens qui sont venus me parler, etc. Donc des contacts d'agents, j'en ai eu beaucoup. Sauf qu'il y en a beaucoup qui sont là aussi pour te, pour te niquer parce qu'il y a des grosses affiliations sur certains agents. Il y en a, ils s'en foutent, ils t'envoient un agent juste pour prendre la com sur toi, etc. Donc il faut juste faire attention avec ça. Mais en vrai, si vous êtes curieux, dans tous les cas, en e-com, je vous recommande vivement d'être curieux et d'aller voir les autres, d'aller parler à d'autres, d'aller rejoindre des commus, etc., des formats ou ce que vous voulez. Mais restez pas dans votre coin, puisque dans tous les cas, vous irez pas loin si vous restez dans votre coin. Il y a tellement de sujets complexes et il y a trop de trucs en fait à comprendre et à aborder en e-com, dont notamment la logistique. Donc si vous avez jamais parlé à des gens ou quoi, allez sur X, envoyez des messages, n'hésitez pas. Il y a plein de gens qui sont aussi tout seuls dans votre coin et qui rêveraient de parler avec d'autres. Donc ça pourra vous aider, que ce soit pour des agents, la logistique ou tous les autres sujets de l'e-com de manière générale. Je vous recommande vivement. Bon, il nous reste pas mal de sujets à aborder en logistique, mais il y a un des gros sujets, je pense que beaucoup ont cliqué notamment pour ça. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment, notamment, ça va concerner beaucoup d'entre vous parce que beaucoup vendent en Europe. C'est le sujet justement des taxes qui sont arrivées en Europe. Il y en avait déjà depuis quelques temps. Là, il y a la taxe au 1er juillet qui est vraiment tombée de 3 euros par colis, etc. C'est un peu le bazar, c'est un peu le foutoir. Il y a tout le monde qui panique dans les groupes, dans les Discord, sur Twitter, etc., etc. On va venir aborder là-dessus. Donc, sachez qu'on est le 4 juillet aujourd'hui. On va vous expliquer, mais globalement, c'est encore tout frais, c'est encore tout récent. Il n'y a pas de solution ultra viable, mais par contre, on va vous expliquer justement comment réagir sur ce genre de choses, comment rebondir, parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois. On repense notamment, je ne sais plus quand est-ce que c'était, il y a peut-être un an et demi, un peu plus que ça, je ne sais plus. Aux États-Unis, c'était la même chose. Ils avaient fait plus 100% sur tous les coques, je crois, les petits. Les droits de douane. Sur les droits de douane, donc ça avait flingué aussi la marge de beaucoup sur une certaine période. Mais vous allez voir, la Chine est forte, on peut rien promettre, etc. Mais globalement, ils arrivent toujours à trouver des solutions, ils sont malins, ils sont smart, etc. Donc on va venir aborder ça en détail pour vous aider déjà à comprendre ce que c'est et comment, ça va être quoi les solutions potentielles. Donc si tu peux déjà nous expliquer et donner un peu de contexte autour de cette taxe. Oui, alors déjà, juste pour éclaircir, parce que depuis donc janvier et mars, pour ceux qui vendent sur ces marchés-là, ils le savent, en janvier, il y a eu une taxe supplémentaire de 2 euros par colis qui s'est ajoutée en Italie, et en France au mois de mars, même taxe, 2 euros supplémentaires. En fait, c'est différent de ce qu'il y a à partir du 5 juillet là. Donc ces taxes-là de 2 euros en Italie et en France, c'était 2 euros par colis, mais 2 euros par colis qui venaient de du coup l'extérieur de l'Union européenne. Ces taxes-là, elles n'ont eu aucun impact sur les e-commerçants qui vendent en France et en Italie, hormis 1 ou 2 jours de délai supplémentaire, parce que en fait, ce que faisaient les agents, c'est qu'ils faisaient ce qu'on appelait du routage de colis. Donc en fait, ils vous envoyaient les colis aux Pays-Bas et en Belgique, et ensuite ça partait donc de Bruxelles par exemple ou de Rotterdam, et ça venait en France à l'adresse du client final. Okay. Donc au lieu d'atterrir à Paris et de payer la taxe de 2 euros, il la faisait atterrir à Bruxelles, le colis rentrait en France et c'était pas considéré comme un colis qui venait de l'extérieur de l'Union européenne. Okay. Parce que du coup à Bruxelles, donc en Belgique et aux Pays-Bas, il n'y avait pas cette taxe-là du coup à ce moment-là. En fait, donc, cette taxe-là à l'échelle de l'Union européenne, elle est arrivée là le début juillet. Sauf que du coup, c'est une taxe qui est différente. Donc la France et l'Italie, c'était par colis. Là, la taxe
de l'Union européenne, c'est donc c'est pas par colis, c'est par type de produit. Donc en fait, si dans votre colis vous avez 2 t-shirts, vous allez payer une fois la taxe. Si vous avez un jean, un t-shirt, c'est 2 fois la taxe. Donc c'est 2 fois 3 euros, c'est par typologie de produit. Cette taxe-là, elle est plus dure à contourner que celle qui s'est mise en France et en Italie. Pourquoi? Parce que c'est c'est les colis qui sont en provenance de tout l'extérieur de l'Union européenne. Donc ils ne peuvent pas rerouter les colis parce que même s'ils font atterrir les colis, par exemple à Londres, Mm. eh bien, ils ne peuvent pas faire rentrer les colis en Union européenne en évitant la taxe, même si ça passe par Londres, qui n'est pas la Chine. Ouais. Donc il y a ce sujet de typologie de produit qui peut faire que la taxe se multiplie, et il y a ce sujet qu'elle est très dure à contourner, puisque peu importe de quel pays ça vient hors Union européenne, si le colis fait moins de 150 euros, il faut payer cette taxe. Oui, et comme tous les pays de l'Union européenne ont adopté cette taxe-là, il n'y Voilà. a plus de Il n'y a plus de de porte cheval d'entrée. de Troie. Non, il n'y a plus de porte d'entrée comme il y avait avec Bruxelles, ou avec Ouais. la Belgique et les Pays-Bas, qui du coup étaient dans l'Union européenne et qui faisaient rentrer les colis en France, Ok. qui contournaient. Donc c'est pour ça que cette taxe est à la fois plus compliquée et à la fois plus chère et qu'elle a plus d'impact sur les e-commerçants. Bon, on est là actuellement le 4 juillet et on a donc des agents qui commencent déjà à venir proposer des solutions. Pour l'instant, une des solutions que moi j'ai vu tourner, c'est en fait, ils facturent 1,50 € par kilo sur les colis, plus 60 centimes de fixe. C'est une solution qu'on a vu beaucoup tourner là récemment. Ok. En fait, cette solution-là, elle est pour l'instant émise par les agents, mais c'est en fait ce que font les agents, c'est que pour contourner la taxe, au lieu de passer par les shipping lines B2C, donc qui sont les shipping lines qui envoient directement à particulier. l'adresse du particulier, ils passent par les shipping lines B2B. Donc les shipping lines qu'utilisent pour vendre les entreprises aux autres entreprises et normalement acheminer des gros volumes du stock. Donc le système de taxation est différent. Faut faire attention et le prendre avec des pincettes parce que les agents là nous proposent cette solution depuis environ le 25 juin, 30 juillet, donc ça fait 5-10 jours là actuellement. Mais la taxe va rentrer en vigueur vraiment là demain, à l'heure où on parle demain. Et les douanes peuvent potentiellement voir les volumes exploser sur les lignes B2B et baisser sur les lignes B2C et se dire ok, là il y a un problème, mettre le nez dedans et donc la solution ne va pas être viable sur le long terme parce qu'ils vont trouver un moyen de bloquer par exemple dans les lignes B2B les petits colis. Donc pour l'instant à prendre avec des pincettes. Il y a aussi des agents en ce moment qui l'utilisent comme stratégie commerciale en disant venez chez moi, nous on a trouvé une solution pour la taxe, vous inquiétez pas, vous n'allez pas la payer. Ils vont manger leur perte sur la taxe pendant les 2-3 prochaines semaines et dans les 2-3 semaines, ils vont vous dire en fait, malheureusement, la solution qu'on avait trouvée, elle fonctionne pas. En fait, ils n'avaient pas de solution, juste ils la payaient, ils mangeaient leur perte, ils ont récupéré plein de clients. Et puis, dans 2-3 semaines, ils vont dire en fait, la solution, désolé, elle fonctionne pas, vous allez payer la taxe comme tout le monde. Puis tu Et te donc, retrouves bloqué avec l'agent. Donc, comme c'est exactement. chiant de changer d'agent, ils le savent. C'est et un peu donc tu complexe de restes. changer d'agent. Donc, en fait, tu as changé parce que tu voulais pas payer la taxe. Maintenant, tu es avec eux. Si tu retournes ailleurs, tu vas la payer quand même. Donc, voilà. Oui. Apprendre avec des pincettes, mais par contre, d'ici mi-juin, fin juin, nous, toutes les infos qu'on a depuis donc les shipping lines et depuis les agents, c'est que ça va se stabiliser, on va y voir plus clair. Mi-juillet, fin juillet. Mi-juillet, fin juillet, ça va se stabiliser, on va y voir plus clair et que ce soit les agents ou que ce soit les shipping lines, ils vont trouver des solutions parce qu'en fait, là, on parle de la Chine et on parle de milliards de volumes d'affaires à l'année, mais des centaines de milliards de marchandises qui transitent entre la Chine et l'Union européenne tous les ans. Et là, en fait, nous, on y a été en Chine, on a vu les volumes, on a vu des entreprises qui sont stratosphériques. On parle d'entreprises qui envoient 150 000, 200 000 commandes par jour pour les plus grosses. Donc, à la ramener à l'année, ça fait des dizaines de millions de colis. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de perdre ce volume d'affaires-là. On est sur des entreprises qui sont quand même globalement très influentes et finalement, elles vont finir par trouver une solution, que ce soit via les agents, via les shipping lines directement. Ils vont finir par minimiser l'impact de cette taxe. Ça ne sera peut-être pas zéro, mais on arrivera à trouver une solution qui sera
forcément viable pour les deux parts du business, donc que ce soit la part e-commerçant qui devrait qui devrait avoir une solution qui se propose pour rester rentable, du coup les Chinois qui trouvent leur solution de leur côté pour pas perdre trop de volume, et donc ça devrait bien se passer, mais pour l'instant voilà, la taxe rentre en vigueur demain, et on a assez peu de vision sur les solutions qui sont testées actuellement et qui semblent fonctionner, mais pour l'instant la taxe n'est pas vraiment rentrée en vigueur, et sûrement que dans ce lot de solutions qui sont testées en ce moment, il y en a une qui sera viable sur le long terme, donc voilà. Donc en gros, pas de panique, il faut juste patienter. Ça, c'est peut-être chiant pour les nouveaux testings, etc. Parfois sur certains, sur certains cox que tu fais, qui finalement sont un peu élevés, tu vois, le temps d'eux. Si vous avez déjà un produit qui tourne, du coup, juste focalisez-vous là-dessus. Même si vous avez cette augmentation-là, essayez de jouer avec ça justement. Faites-en, on va dire, une force, parce que le jour où ça reviendra à peu près à la normale, justement, d'un point de vue logistique, si vous avez réussi justement à stabiliser et, je sais pas, à être meilleur en ads pour avoir des meilleurs ROAS, à être meilleur sur votre CRO pour aller chercher plus de conversions et de profit par visiteur, à être plus rentable grâce à des upsells que vous avez trouvé finalement à mettre en place, etc., le temps de ces 1, 2, 3 semaines, etc., le moment où ça va se restabiliser un petit peu plus, on ne sait pas exactement quand, on ne peut pas exactement le savoir, on ne sait pas si chaque solution sera ultra viable là, dans les jours à venir, mais peut-être ça prendra 2, 3 semaines, peut-être un mois, on ne sait pas, mais servez-vous justement de cette problématique comme une force, parce qu'il y en a plein qui vont être dégoûtés, qui vont arrêter et qui vont vouloir aller soit vendre sur d'autres marchés, soit arrêter l'e-com, donc ça va en éteindre plein. En attendant, vous, ça vous aura renforcé. Si avec un COX plus élevé, vous arrivez justement à vous en sortir, quand le COX va baisser, ça va vous faire du bien comme pas possible. Et vous allez pouvoir scaler to the moon. Et puis en attendant, si vous n'avez pas forcément de produits qui tournent vraiment bien, il y a quand même pas mal de COGS, mine de rien, en Europe, de produits. Quand on va sourcer des produits, il y a plein de produits qui ont quand même des grosses marges et qui, globalement, même avec cette taxe qui rentre en vigueur, c'est possible d'être rentable avec. Donc, focalisez-vous soit sur ces produits-là pour rester sur les marchés européens. Comme ça, le jour où, même si vous êtes un peu break-even ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Genre, voyez ça comme une victoire justement sur cette période-là. Le jour où, pareil, la taxe se réduit, elle va pas s'effacer mais se réduit un peu, vous allez pouvoir scaler comme pas possible. Sinon, vous pouvez tester de lancer sur d'autres marchés, je pense au Canada francophone notamment, qui peut être un très bon marché. Si vous n'avez pas non plus une énorme expérience, vous pouvez parler en français, vous pouvez aller, j'en sais rien, au UK, même tester aux États-Unis, où ce genre de marché, ça fait peur, mais ça reste des marchés totalement abordables et où on peut lancer. Donc voilà, d'un point de vue e-commerce, les conseils que j'ai à vous donner. C'était exactement ce qui s'était passé du coup aux États-Unis quelques mois auparavant. Ça avait fait flipper tout le monde. Il y en a qui avaient pris plus, c'était plus 100% sur les COGS. Et ce qui s'est passé, c'est juste que tout le monde a paniqué, oui certes, etc. Les gens, en attendant que les agences trouvent des solutions, ils ont justement essayé d'augmenter l'AOV, essayé d'augmenter les upsells, essayé d'être meilleurs sur leurs ads, essayé d'être meilleurs sur leur CRO et donc la conversion. Et finalement, quand la taxe elle n'est pas partie à tout jamais, et c'était peut-être plus 20-25% de COGS, en fait, quand tu passes de plus 100% à plus 25% et qu'à plus 100%, tu avais réussi à être à peu près stable, à 25%, tu es content et tu rescales, tu vois, comme pas possible. Donc ouais. Et du coup, là, le petit conseil entre le 5 et le 15 juillet, c'est vraiment de ne pas réagir à chaud. Ouais. Et en fait, si vous avez votre agent avec lequel vous travaillez depuis 5 mois, 6 mois, que vous commencez à avoir une bonne relation avec lui, attendez 2-3 semaines, parce qu'il y a deux choses. Déjà, quand on change d'agent, on sait ce qu'on perd et on ne sait jamais ce qu'on gagne. Donc en fait, vous pouvez avoir un très bon agent et juste pour ce sujet de taxes, vous allez changer et vous retrouver avec un agent où vous vous rendez compte qu'il ne fait pas attention à vos shipping ou à la qualité. Les délais sont hyper longs, vous n'avez pas de délai de paiement et tout ça, et vous vous êtes rué sur lui juste parce qu'il vous a dit oui, avec moi, il n'y aura pas la taxe. Donc ça, il faut faire attention. Et puis la deuxième chose, c'est aussi que l'agent qui vous dit aujourd'hui, oui, chez moi, tu n'auras pas la taxe, ça se trouve dans 3 semaines, il va vous dire qu'au final, si. Et l'agent qui vous dit aujourd'hui, ok, on est en train de tester des solutions, mais donc typiquement votre agent actuel, oui, pour l'instant, il faut que tu la payes, on est en train de tester des solutions parce qu'en fait, il ne veut pas vous promettre la lune. Ça se trouve, dans 2-3 semaines, il aura la même solution que l'agent chez lequel vous allez aller. Donc, il faut attendre que ça se tasse, voir ce qui va se passer dans les 2-3 prochaines semaines.
attendez fin juillet. Si fin juillet, vous voyez qu'à côté, il y a des alternatives et que votre agent actuel ne l'a pas encore trouvé, vous pouvez songer à switcher. Mais là, voilà, il faut le faire de Mm. manière posée, vraiment de manière réfléchie. Comme tu dis, essayer de trouver d'autres solutions et d'ici 2-3 semaines, voir de quelle manière ça évolue et à ce moment-là, se poser pour prendre une décision. Sachant que je pense que, enfin, il y aura forcément des solutions, on sait juste pas à quel horizon de temps, mais les solutions, elles vont tomber chez tous les agents à un moment donné. Donc oui, il y a des agents qui sont plus branchés que d'autres parce qu'ils ont plus de volume ou ils ont des meilleurs contacts en Chine, etc., qui auront la solution quelques jours, 1, 2 semaines avant d'autres. Mais globalement, en fait, sur un horizon de temps d'un mois, normalement, tous les agents devraient commencer à l'avoir petit à petit, ça va tomber. Et donc, en fait, même si vous voyez qu'il y a un agent qui a déjà la solution à côté, donc comme tu l'as déjà dit, on n'est même pas sûr que c'est du marketing ou pas, est-ce que c'est viable, déjà, c'est la première chose. Et même si c'est viable, tu vois, bah, peut-être que le fait de switcher et de tuer 7 mois de relation avec un agent juste pour une semaine d'attente de plus, est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois? Quand tu es entrepreneur, tu réfléchis toujours justement en coût d'opportunité. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ce que j'ai à gagner par rapport à ce que j'ai à perdre, etc. Et en général, selon votre ancienneté, c'est pas toujours le cas. Donc c'est pour ça qu'il faut y réfléchir à 2 fois. Réfléchir en entrepreneur, ça va vous arriver plein de fois dans votre carrière entrepreneuriale. Du jour au lendemain, il y a quelque chose qui peut, enfin, ça se passe bien et du jour au lendemain, il y a quelque chose qui peut tomber qui n'est pas en votre contrôle, qui peut tuer votre business du jour au lendemain. Donc là, par exemple, bah, il y en a, ça peut tuer leur e-com du jour au lendemain, mais il y a toujours des solutions, il y a toujours des façons de rebondir. Soyez calme, prenez du recul, allez pas insulter les agents, j'en sais rien, Ouais. allez pas vous affoler sur Twitter, etc. Surtout qu'en plus, vous savez, sur les réseaux, vous laissez des traces et mine de rien, parce que moi je l'ai vu beaucoup sur Twitter, dans les Discord, etc. Admettons un jour, vous grossissez, etc. et vous avez une association potentielle avec certaines personnes, bah, ces gens-là, pour être sûr que vous êtes une personne fiable, etc., ils vont peut-être aller voir votre historique Twitter, votre historique sur un Discord parce qu'ils savent que vous êtes sur tel ou tel Discord. Et en fait, s'ils voient qu'au moindre truc, vous paniquez, vous insultez tout le monde, oh, c'est la fin, machin, etc. Enfin bref, bah, ça donne pas envie de bosser avec vous. Donc c'est aussi bête. Potentiellement, vous pouvez vous fermer des portes en fait bêtement comme ça. Donc voilà, soyez calme, peace. C'est le stoïcisme à l'état pur. Est-ce qu'on contrôle pas? C'est quoi les solutions? Mm. Et puis voilà. Puis ouais, en général, moins tu as la main mise et moins tu contrôles, plus en fait c'est lié à un facteur externe, plus il faut se poser et prendre du temps pour prendre la décision parce que Ouais. dans tous les cas, vous n'avez pas le contrôle dessus. Donc voilà, là typiquement ce sujet de taxe, vous n'avez pas le contrôle dessus, donc prenez le temps d'y réfléchir, trouvez des alternatives et en fait, si vous arrivez à trouver des alternatives parmi celles que tu as citées, bah, derrière le jour où vous allez, votre agent va avoir une solution ou votre agent n'a pas la solution et vous en avez un autre qui l'a, donc à ce moment-là, ça sera intéressant de switcher, mais pas tant que c'est pas tassé et qu'on n'a pas de vision. Bah, le jour où vous switchez, en fait, vos marges elles vont exploser parce que vous aurez mis en place des solutions qui font que si vous êtes rentable avec la taxe pleine, le jour où la taxe va diminuer, Oui. vous gagnez tout de suite de la marge et derrière, pour scaler, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus intéressant. C'est ça. Donc voilà, je pense que vous avez tout notre retour là-dessus. Vous avez de quoi faire pour prendre du recul et arrêter de paniquer, etc. Ça arrivera plusieurs fois, ce genre de move. On l'a vu avec les États-Unis. Même les États-Unis, on n'aurait jamais pensé que, tu vois, qu'il y a un truc comme ça qui se passe avec les États-Unis, avec un plus 100% de taxes, etc. Mais c'est un peu la guerre partout dans le monde. Ça se tire dessus à droite et à gauche. C'est des façons justement de négocier politiquement ce genre de move. Et oui, ça a des impacts sur certaines personnes, dont les e-commerçants aussi, ce genre de move, mais ça fera partie du jeu, ça arrivera plus d'une fois. Et il faut juste patienter, tanker et pas paniquer. Et il y aura toujours des solutions de toute façon, quoi qu'il advienne, donc vous inquiétez pas. D'ailleurs, à propos de ces taxes-là, il y a un sujet que pas mal de gens intermédiaires avancés se sont posés, c'est la question du coup de. Enfin, une des solutions qu'ils ont en tête, c'est le fait du coup de passer par un 3PL maintenant en Europe plutôt que de transiter direct depuis la Chine. Donc, qu'est-ce que c'est cette solution et globalement, c'est quoi un 3PL et est-ce que tu peux nous donner de la value à ce sujet-là? Ouais. Donc, moi, c'est un sujet que j'ai pas mal creusé récemment, du coup, en discussion avec des membres et des e-commerçants et qui se sont posé la question via les taxes. En fait, un 3PL, c'est ce qu'on appelle third party logistique. C'est quelqu'un à qui vous allez envoyer votre stock de produits depuis la Chine en Europe. Donc, vous allez lui envoyer 1000, 2000, 3000 pièces. Et derrière, lui, il va s'occuper de, du coup,
mettre la carte de remerciement, packager, envoyer le colis, mais directement depuis l'Europe. L'avantage, c'est que ça va prendre 2 à 4 jours de livraison. Souvent, en plus, les 3PL, maintenant, si la commande est passée avant midi, ils l'expédient le jour même. Ça a des avantages. Ce à quoi il faut faire très attention avec les 3PL européens, alors ils n'ont pas tous la même manière de fonctionner sur le pricing, mais ce qu'il faut faire attention, c'est déjà sur la gestion de la trésorerie, parce que quand vous allez commander votre stock en Chine et vous allez commander pour envoyer chez votre 3PL, vous ne prenez pas 3 ou 5 jours de commande. Vous prenez au moins 3 semaines, un mois de commande devant vous que vous stockez chez le 3PL, parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'affréter un conteneur ou un avion Oui. toutes les semaines pour envoyer chez votre 3PL. Donc ça veut dire qu'il faut immobiliser un stock qui est quand même très conséquent, que vous allez envoyer depuis la Chine à l'Europe via du coup des shipping lines, du coup des conteneurs ou des avions, mais qui sont beaucoup plus lents que la livraison par colis comme l'agent chinois. Et derrière, donc cette livraison va prendre globalement 12-15 jours si c'est de l'avion, et ça va coûter en avion entre 5,50 € et 6,50 € par kilo de marchandises que vous allez envoyer. Ok. Et en cargo, ça va prendre globalement entre 30 et 40 jours. Ça va coûter beaucoup moins cher, entre 2 € et 2,50 €, des fois même un peu moins. Mais vous avez un stock qui est dormant et qui est immobilisé pendant une durée qui est très longue. Donc déjà, il faut avoir la trésorerie suffisante pour assumer 30 jours de potentiellement des fois 15, 20, 25 000 € de marchandises qui est stockée et qui n'est pas dans le business, qui opère pas vraiment. Ensuite, une fois que cette marchandise est arrivée chez le 3PL, souvent les 3PL ils disent regardez, vous payez 2 € ou 5 € le kilo de marchandises pour arriver chez nous, donc ramener un produit e-com qui fait 200 grammes, en fait ça fait 1 € par produit pour le ramener, enfin 5 € de livraison par avion, ça fait 1 € par produit. Donc on arrive à 1 € par produit et le 3PL dit regardez, nous en plus on livre en 2-5 jours et de chez nous 200 grammes c'est entre 4 et 6 € pour envoyer chez le client final. Donc toi tu te dis oh là là, je paye mon produit, ok c'est immobilisé pendant un moment, mais derrière je paye du coup 1 € pour le faire livrer en France et ensuite 4 € pour l'envoyer chez mon client final, ça coûte que 5 €. Et en fait, il faut faire attention à ce qu'on appelle la structure de coût chez le 3PL. Parce qu'en fait, le 3PL, là où l'agent facture un COGS total, donc produit, shipping, vous avez votre total, voilà, c'est tout. En fait, le 3PL, lui, va avoir une structure de coût qui est extrêmement détaillée et tout est facturé. Donc, l'impression de vos cartes de remerciement est facturée, la préparation du packaging et l'insertion de la carte de remerciement est facturée, la palette, du coup, il va recevoir votre stock, admettons qu'il y ait 10 palettes, et ça va vous coûter 2 € par jour par palette le stockage. Le fait d'amener de l'entrepôt votre colis jusqu'à donc ce qu'on va appeler la prise en charge par la compagnie qui va envoyer au client final, ça va coûter 50 centimes ou 80 centimes par colis. En fait, vous avez énormément de coûts qui vont venir se rajouter. Moi, j'ai vu des offres commerciales de 3PL où l'offre commerciale fait 8-9 pages et en fait, il y a toute une structure de coûts qui vient s'ajouter. Donc en gros, tu penses que tu as un certain prix, mais en fait, tu as plein de choses qui viennent se rajouter. Et... En fait, du coup, eux, ils te vendent, regardez, ça coûte 1 € à faire venir chaque produit et 4-5 € derrière de livrer. Sauf qu'en fait, non, parce qu'il y a énormément de coûts qui viennent s'ajouter. C'est pareil, ils facturent là où les agents ne facturent pas le fait d'être plugués à votre Shopify. Très souvent, chez les 3PL en Europe, il y a un abonnement qui va de 50 à 200 € pour que eux se pluguent sur votre shop, qui traitent les commandes et qui puissent suivre le SAV, etc. Donc en fait, le problème, c'est que là, du coup, on ne peut pas vraiment donner de range de prix global parce que c'est vraiment suivant le produit, le poids, le type de marché et du coup le 3PL en question. Mais il faut faire vraiment très attention et analyser la structure de coût en entier et bien ramener à chaque produit combien ça coûte. Et bon, globalement, ça coûte quand même normalement, en général, plus cher que de ship depuis la Chine, même s'il y a l'avantage de livrer en 2-4 jours. Ouais. Donc, c'est juste un coût d'opportunité, en fait, encore une fois, qui se pose. Et est-ce que votre site, c'est vraiment une vraie brand que vous pouvez emmener archi loin parce que tout est quali, tout est réfléchi comme une vraie brand, ou alors est-ce que vous êtes plus en mode ça reste du drop brandé, etc., mais c'est plus cash flow qu'autre chose?
Donc ça dépend de Ouais, ça en fait. exactement. Si vous construisez une marque sur le long terme, que derrière c'est un vrai levier de livrer en 3 4 jours, Qu'il y a que un vous, exit possible, voilà, que vous etc. stabilisez à 20 30 50 cadets et que voilà, potentiellement il y a un exit, que vos produits sont ultra brandés et que vous êtes la référence dans votre niche pour Ouais, tel type de produit. Ça peut valoir le coup, mais oui, derrière, on rentre dans des notions financières qui sont beaucoup plus compliquées que juste ok, mon prix produit c'est ça, ouais, et mon prix shipping c'est ça, et le COG c'est ça. En ouais, fait, parce là, on que arrive dans des trucs de gestion de trésor qui sont beaucoup plus importantes, des structures de coûts qui sont beaucoup plus complexes, et faut faire attention parce que de la même manière qu'on disait la gestion de trésor, en fait, tu peux faire faillite tout en étant en bénéf, bah, ça va encore plus vite avec un 3PL c'est qui sûr. va... vous allez immobiliser énormément de stock et en fait vos ventes vont baisser. Et en fait, vous avez stocké pour 30 jours, mais vous vous retrouvez avec 2 ou 3 mois de stock sur les bras. Voilà, donc ça peut être rapidement plus complexe qu'on le pense. Ok. Donc voilà, faire attention avec ça. Moi, je sais qu'il n'y a pas de problème pour les gens dans la Zicom. Je les accompagne s'ils ont besoin. On regarde un peu les structures de coûts. On discute de la notion de fonds de roulement. On regarde qu'est-ce que ça immobilise On a comme fini. trésor et tout. Du coup, juste pour revenir par rapport à ça, je pense que le 3PL, c'est pas forcément. En fait, sachant que les taxes, ça va être normalement Mm. temporaire et que ça va baisser un petit peu, voyez pas ça comme une solution de contournement le temps d'eux. Juste attendez, Mm. patientez le temps d'eux. Si vraiment le coût d'opportunité est vraiment bon pour vous, pourquoi pas, ça peut être une solution. Mais je pense que pour 90% des gens qui nous regardent, en général, c'est pas la solution. Je ne pense pas. Je le Ouais. ferai pas à votre place. En fait, Donc voilà. juste pour conclure, le 3PL en Europe, c'est pas une solution pour contourner la taxe, ça doit vraiment s'inscrire dans une stratégie globale de brand et de vision long terme de Hmm. qu'est-ce que je veux faire avec mon shop, ma brand, mais pas du tout juste ah, ok, je vais éviter les 3 euros et on verra. Non, il y a d'autres notions à prendre en compte. 100%. Bon, on a déjà fait un gros tour là sur le sujet des taxes. On va aussi donner de la value pour les gens plus avancés. Ensuite, on reviendra sur des sujets plus intermédiaires et qui touchent, on va dire, plus de monde, que ce soit les débutants comme les avancés, etc. Il y a un gros sujet dans la logistique qui n'est pas lié à la logistique directe, mais ça touche différents sous-sujets de la logistique. C'est au niveau de la gestion de la trésor, la gestion des délais de paiement, etc., etc. Parce que la gestion du cash flow, donc de la trésorerie en e-com, c'est un énorme sujet et ça bloquera tout le monde tôt ou tard, même si vous commencez avec beaucoup d'argent, etc. Peu importe le stade auquel vous en êtes, à un moment donné ou un autre, vous serez confronté à des problèmes de trésorerie, que ce soit tôt ou tard. Enfin, voilà. En fait, même si vous faites un cadet, même si vous faites 10, même si vous faites 50 ou 100 ou 200, etc., chaque personne à son échelle est confrontée à des sujets de trésorerie pour la simple et bonne raison que ça part de justement le processeur de paiement, donc Shopify Payment, on parle quasiment que de ça, ne nous donne pas l'argent directement. Il y a un délai entre le moment où on fait notre vente et le moment où l'argent tombe. Sauf qu'entre les deux, bah, il faut continuer à payer ses pubs, son agent du coup notamment, quelques frais d'application, d'équipe, etc. Et donc c'est là où en fait intervient le fait qu'on peut être rentable et ne plus avoir de sous sur son compte bancaire. Et c'est un des gros sujets justement de l'e-com et c'est cet aspect financier. Puisqu'on est tout le temps en mode il faut faire du volume, il faut faire des ads, il faut faire machin, etc. Mais la gestion de la finance est aussi super important. Donc comment est-ce que ça se passe justement avec les agents au niveau du délai de paiement? Comment ça se passe en général? Comment est-ce qu'on paye un agent? Et à partir de quel moment est-ce qu'on peut espérer, tu vois, avoir une sorte de négociation du délai de paiement pour nous arranger? Alors, tu as plusieurs choses. Comme tu le disais, en fait, de la même manière que des boîtes physiques, quand elles vont grossir, en fait, sur le papier, sont rentables, mais comme il faut toujours investir dans le marketing, dans les ressources humaines, dans le commercial, dans le product, etc., et ben en fait, tu crois, mais comme tu fais qu'investir tout le temps, et ben en fait, le compte, il est à zéro, et donc tu fais faillite alors que tu es en croissance. Et ben de la même manière, un e-commerçant, bah, il peut voir son budget pub augmenter, remplir son PNL tous les jours et faire 20% de marge. Et en fait, au bout de 10 jours, il regarde le compte et il n'y a plus un sou parce qu'il n'a pas eu les payouts. Hmm. Donc il y a ce sujet-là. Et donc en fait, avec les agents, toujours question de relation, en fait, il y a cet enjeu, c'est
les payouts, c'est en général 3 à 7 jours, tu me contrediras peut-être, mais c'est Ouais, quelque c'est chose ça. comme ça. Et donc en fait, Au début, même un petit peu plus pour ouais. ceux qui débutent. Ça peut Donc, être 10, 21 jours même des fois donc en au tout fait, départ. tu fais une vente, tu fais 10 ventes le lundi, mais en fait, tu as payé ton budget pub, et le soir, il faut payer ton agent pour que le lendemain matin, il envoie les commandes. Et en fait, toi, tu vas recevoir les sous que dans 10 jours. Ça veut dire que là, déjà, pendant 10 jours, en fait, tu vis sur ta trésorerie, mais tu n'as rien qui rentre, Mm. même si sur le papier, tu es rentable. Donc, cet enjeu de décaler les paiements, il est hyper important parce que souvent, le COGS représente, enfin, donc le coût produit plus le shipping, etc., le coût voilà, que vous allez envoyer à l'agent, il représente à peu près trentaine de pourcents de votre chiffre d'affaires. Si vous faites un Ouais, x3, x3,5, ça fait entre entre 20 et 30% en Ouais, général. ça Ouais. fait entre 25, voilà, si vous faites x4 de marge, ça fait 25, et si vous faites x3, ça fait 33%. Donc entre 25 et 33% de votre chiffre d'affaires qui part à l'agent, en fait, en continu. Et donc, bah, là, il y a déjà 25 à 33% de trésorerie à gratter. Donc, comment est-ce qu'on fait? Bah, toujours, on en revient au relationnel. Très souvent, les agents, ils vont dire, bah, si tu commences tout juste à travailler avec nous, il faut top up. Donc, en fait, top up, c'est vous envoyez de l'argent en avance à l'agent, ou alors tous les jours, vous payez et le lendemain, il envoie les commandes. Mais globalement, vous allez payer en avance et il va se servir dans la trésorerie que vous lui avez envoyée pour financer les Mm. commandes qu'il envoie. Ensuite, au bout de 1 mois que vous travaillez avec lui, il va vous dire, bon, bah voilà, maintenant tu peux payer tous les 2 jours. Au bout de 2 mois ou 3 mois que vous travaillez avec lui, il va vous dire, bon, bah voilà, maintenant tu peux payer tous les 4-5 jours. Et au bout de 3-4 mois que vous travaillez avec lui, il va vous dire, bon, bah maintenant on a suffisamment confiance. Parce que faut bien voir que aussi, dans tout ce temps-là que vous travaillez avec lui, vous avez sûrement scalé. Et donc en fait, l'enjeu quand il vous fait payer à la semaine l'agent, quand vous faites un cadet, et l'enjeu quand vous payez à la semaine, quand vous faites 20 cadets, pour l'agent, il n'est pas pareil. Parce que lui, si vous faites 100 ou 200 commandes par jour et qu'il doit vous avancer, donc 200 x 7, ça fait 1400 commandes par semaine, en fait, il vous les avance si vous les payez Oui. que la semaine d'après. Donc 1400 commandes fois un COGS moyen peut-être de $10, ça fait que l'agent, il vous avance 14 000, des fois 20 000 dollars. Donc, il faut que la trust elle soit énorme. Il faut vraiment que l'agent il ait vraiment confiance en vous, et ça se fait pas en 1 mois. Donc, il y a toujours cet enjeu voilà, de confiance, de relation. C'est pour ça qu'on ne change pas d'agent tous les 2-3 mois. Nous, on a l'avantage dans l'Asicom maintenant d'avoir un agent pour les membres qui sont avancés, qui font plus de 50 commandes par jour, avec lequel bah, nous, on est allé le voir, on a discuté avec lui, tu as travaillé avec lui beaucoup, moi, je discute avec lui tous les jours. Et donc, les gens qui font plus de 50 commandes par jour dans l'Asicom, on leur propose de passer par lui parce que dès que tu travailles avec lui, nous, on se porte garant. On sait qu'on dans l'Asicom, on n'a que des gens qui sont carrés, professionnels. Et donc, dès que tu passes avec lui, tu peux tout de suite passer en facturation hebdomadaire. C'est-à-dire que tu vas vendre du lundi au dimanche et tu vas payer ce Ok. qu'il a ship la semaine d'avant que le lundi d'après. Donc là, bah forcément, les 30%, si tu fais 10 cadets et que tu dois envoyer 3 000 euros par jour à ton agent, et ben en fait, tu vas gagner 21 000 euros sur la semaine, cette fois 3, De donc gestion de 21, trésorerie. et tu vas gagner 21 000 euros sur la semaine que tu vas pouvoir réinvestir en ads, que tu vas pouvoir réinvestir ailleurs dans les dépenses courantes, donc payer TVA, payer derrière tous tes Mm. logiciels, etc. Et en fait, tes 21 000 euros, tu vas devoir les envoyer au moment où tu auras déjà perçu sur les commandes en question que l'agent a envoyées. Bah, si ton payout c'est 3 jours ou 7 jours, tu auras déjà perçu les ventes du lundi, du mardi, du mercredi. Et donc derrière, c'est plus facile d'envoyer la trésor à l'agent. Et donc forcément, tu peux croître beaucoup plus vite et réinvestir beaucoup plus vite. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose dans l'Asicom. Et sinon, bah, le levier, c'est la trust, la confiance, construire la relation, mais toujours essayer, ça c'est super important. En fait, il faut toujours essayer de maximiser l'argent que vous devez, qui est dans votre entreprise, Mm. parce qu'en fait, vous allez pouvoir l'activer pour réinvestir, et toujours minimiser l'argent qu'on vous doit et qui est dehors, les payouts, typiquement. Ouais. Donc, les payouts, c'est de l'argent que Shopify ou PayPal ou peu importe vous doit, mais qui est dehors de votre entreprise. Ça, il faut essayer de maximiser, le minimiser. Donc, C'est compliqué, mais bien genre sûr, un des leviers, c'est juste ça SAV. passe aussi par l'aspect logistique, Mm. c'est-à-dire livrer des Tout bons à fait. trucs, Ouais. la bonne qualité et des bons délais de livraison. Parce que comme ça,
pas beaucoup de chargeback, donc de litiges, donc de personnes qui se plaignent, donc des meilleurs green flags pour les processeurs de paiement, donc un délai de paiement qui, de nature, va baisser un peu plus rapidement et du moins atterrir plus rapidement à 3 jours, et donc vous mettre vraiment bien d'un point de vue gestion de On en trésor. revient, Mais ça repasse par la logistique, encore une fois. on en revient à ce que vous gagnez à avoir une bonne relation avec l'agent. S'il envoie vite, que ça arrive vite, qu'il envoie de la bonne qualité, derrière, vous avez aucune raison d'avoir trop de SAV, trop de litiges. Si surtout le peu de SAV, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont pris l'habitude avec Amazon d'être livrés en 48 heures. Donc, il y en a au bout de 4-5 jours, ils font une demande de SAV. Si au-delà de la logistique qui est bien gérée, votre SAV est bien géré, vous allez tendre à réduire vos payouts assez rapidement. Donc, vous allez minimiser le cash qui est en dehors de l'entreprise. Et l'idée, c'est de maximiser le cash qui est à l'intérieur de l'entreprise en décalant les paiements. Donc, toujours essayer d'optimiser au maximum ce décalage entre l'argent dehors qu'on vous doit et l'argent dedans, mais que vous devez. Et en fait, ça fait grossir la boule de neige au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une trésor suffisamment grosse pour être à l'aise et avoir de quoi venir devant soi si demain vous avez un hold Shopify pour X raisons et que pendant, je sais pas, 180 jours ou 100 jours, il vous bloque 20% des payouts, et en fait, il vous garde toute votre marge globalement pendant 180 jours. Donc, essayez de décaler ces paiements au fur et à mesure, constituer une trésor assez confortable pour pallier ce genre de problème si jamais ça se présente. Et voilà. Hein. J'ai un autre sujet aussi d'ailleurs par rapport à ça, et je pense que c'est ultra primordial dans le fait si on va pouvoir ou non avoir des délais de paiement, c'est la taille de l'agent. Ça joue beaucoup, mine de rien. Et si tu vas sur un agent beaucoup trop gros, il y en a un des agents, là on en était en voir un qui a 80 000 mètres carrés d'entrepôt. Oui, c'est ça, 80 000 mètres carrés, c'est 8 énorme. hectares. Voilà, qui est juste dans cet entrepôt-là, il y a 80 000 commandes par jour qui sont ship. Le truc, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est tellement big, tu vois. Typiquement, avec ce genre d'agent-là, tu peux pas espérer avoir grand-chose en délai de paiement. Et de toute façon, moi, le premier, quand j'avais travaillé pendant plusieurs mois avec eux, j'avais quasiment rien. En fait, au début, ils donnaient des délais de paiement et ensuite, ils ont eu des gros soucis de trésorerie, justement parce que je pense qu'ils ont accordé trop de délais de paiement à trop de gens. Et donc, eux, du côté de leur côté, la gestion de trésorerie était pas si bonne que ça. Donc, ça a apporté quelques problèmes chez des gros clients, notamment, qui étaient partis entre-temps. Et en fait, depuis, ils ont fait une sorte de nouvelle réforme. C'est quasiment impossible d'avoir des délais de paiement avec eux, sauf si tu fais vraiment 2000, 3000, 4000, 5000 commandes par jour, quoi. Donc, c'est vraiment les big players. Et encore, t'en as, mais c'est pas non plus... T'as pas un mois d'avance, tu vois, de trésorerie pour ce volume-là. Et donc, typiquement, si on part avec des agents beaucoup trop gros, en fait, pendant longtemps, t'as beau avoir la trust, t'as beau avoir du bon volume, etc. T'auras du mal à négocier. Et je pense que aussi, chez les agents beaucoup trop petits, à mon avis, j'ai jamais été chez des agents trop petits, mais ça fait sens aussi. Ils pourront pas vous en accorder parce qu'en fait, ils ont pas non plus de grosses trésors. Ils ont pas beaucoup de trésors de côté. Donc, je pense que ça fait aussi sens dans le fait que ils pourront pas vous accorder en fait ce délai de paiement, sachant qu'eux-mêmes ne peuvent pas se le permettre de le faire, quoi. Donc, tu vois, c'est l'entre-deux en fait qu'il faut réussir à trouver. C'est-à-dire un bon agent, un peu plus intermédiaire, qui soit un peu gros mais pas trop. Comme ça, il peut quand même supporter votre scaling, parce que c'est ça l'agent aussi, d'aller chez un agent trop petit. Moi, le nombre d'agents chez qui j'ai été, qui en fait, au bout de 50 commandes par jour, ils en peuvent plus, tu vois. J'en ai quelques-uns. Et parfois, en fait, quand t'es trop gros, quand justement la personne est trop petite, il peut pas suivre ton scaling. Quand on va dire l'agent est trop grand, il peut suivre ton scaling, mais les délais de paiement, ce sera compliqué. Donc, il faut trouver le juste milieu entre si je grossis, je suis quand même important pour l'agent, mais il a quand même la structure pour suivre d'un point de vue délai de paiement, d'un point de vue process, etc. Donc, c'est le plus important. En fait, il y a ce truc avec la Chine, là, on s'en est rendu compte en y allant, c'est que les volumes sont disproportionnés. En fait, tu te dis, par exemple, tu vas bosser avec un énorme agent. Toi, à ton échelle, tu fais 200, 300, 400 commandes par jour. Tu te dis, je suis le roi du monde. 200 commandes par jour, ça fait 15, 20 cadets. Tu te dis, je suis bien, je commence à être bon dans l'e-com, je commence à maîtriser mon sujet. Ce qui est vrai, dans l'absolu, c'est très bien. Mais en fait, tu vas en Chine, tu vas chez le gros agent par qui tu passes, il y a des mecs qui font 15 fois ça. Et tu as des mecs qui font 8, 10, 12 000 commandes par jour. Et donc,
toi, tu te retrouves avec tes 200-300 commandes par jour, tu discutes avec ton agent, tu te dis, bah ça y est, je vais pouvoir négocier plein de trucs, délai de paiement, COGS, je vais tout négocier. Et le mec, il va te dire, non, non, parce qu'en fait, il y a des mecs qui font 15 fois T'es un plus. petit peu, mec. Et en fait, ouais, t'es un petit chez eux, tu vois. Et donc, des fois, ouais, comme tu dis, il y a vraiment ce levier à être un gros client d'un petit agent, parce qu'en fait, tout ce que tu vas négocier, mine de rien, il y a un côté dépendance client qui est important pour lui. Si tu fais, bah, admettons, je sais pas, 5, 8, 10% du chiffre d'affaires de ton agent, bah, derrière, tu vas pouvoir négocier beaucoup plus facilement certaines choses parce que si tu pars, mine de rien, lui, il en prend un coup. Alors après, il faut qu'il soit suffisamment gros et structuré pour assumer ton scaling, comme Mm. tu dis. Globalement, un agent qui assure jusqu'à 6, 7, 800 commandes par jour, au début, ça suffira largement, hein. En vrai, Oui, on arrive déjà sur des volumes qui sont très très importants, surtout si vous vendez dans des marchés européens. Franchement, c'est déjà pas mal. Donc un agent qui est capable d'assumer jusqu'à ces volumes-là, et ben c'est très bien. Et si vous faites 200-300 commandes par jour, même 150-200, bon, vous commencez déjà à être un très bon client pour lui. Par rapport à si vous êtes dans une warehouse où il y a des clients qui font 10 000, vous commencez à être du coup un bon Mm. client pour lui. Et là, vous allez pouvoir commencer à négocier des choses qui sont importantes. Le truc, c'est que c'est assez compliqué de se rendre compte quand on discute via WhatsApp avec les agents ou via WeChat ou quand on les trouve comme ça, de savoir quelle taille fait réellement sa warehouse. Il y a des Ouais. agents qui vont dire nous, on traite 20-30 000 commandes par jour et en fait, ils en font 5 000, mais ils se survendent un peu, ce qui est un peu le jeu. D'autres qui vont vous dire nous, on fait 150 000 commandes par jour et c'est vrai, parce qu'il y en a qui le font. Donc, c'est assez dur avant d'être allé sur place de s'en rendre compte C'est sûr. mais vous allez le voir vite dès que vous allez commencer à scaler, dans la facilité que vous allez avoir à négocier Mm. les délais de paiement, tout ça. Mais tu vois, d'où j'en reviens, en fait, le fait, si tu connais déjà des gens qui passent déjà par l'agent et qui ont déjà une certaine trust chez cet agent-là, quand toi, tu es intégré, bah déjà, toi, si l'agent a une trust envers cette personne Mm. et qui trust aussi une autre personne, bah en fait, il y a aussi la trust qui se crée entre toi et l'agent. Ouais, bien Donc sûr. déjà, et tu es sûr aussi de comment est-ce qu'il travaille, etc. Et tu vois, Mm. notamment dans les délais de paiement, bah ça joue beaucoup, mine de rien. Et c'est ce qui se passe, en fait, et c'est là où l'importance que tu joues et le rôle que tu joues, notamment pour les membres de l'Azicom, c'est pour faire le pont justement entre les nouvelles personnes et l'agent et apporter cette trust justement au milieu et faire la relation entre tout le monde et pour que ça se passe bien. Donc c'est ce que tu disais. En vrai, c'est quasiment impossible quand tu arrives de l'extérieur et que tu fais 50, 100, 150 Mm. commandes par jour. Tu arrives avec un agent et dit oui, t'inquiète, ok, très rapidement, tu as 7 jours de délai de paiement. On se rend pas compte, mais c'est une dinguerie à quel point t'as ça quasiment, tu vois, nulle part ailleurs. Alors, Et s'il n'y a pas cette trust, tu vois, entre les. ouais, bien sûr. Nous, cet agent-là, c'est directement. C'est-à-dire que tu arrives, tu travailles avec lui. Donc, en fait, il faut savoir que cet agent-là, il travaille avec 3-4 apporteurs d'affaires sur le marché FR. Quand je dis apporteurs d'affaires, ça va être en fait des communautés. Et donc, ça va être une personne qui est attitrée dans la communauté pour faire les présentations. Nous, en fait, tu vois, quand on a été le voir, il nous a dit, si jamais vous m'amenez un membre de la Forma, mais que ce membre ramène quelqu'un de l'extérieur ou quelqu'un de la Forma, mais que ça passe par lui, je le prendrai pas. En fait, il va travailler que avec des gens que ces 3-4 personnes-là sur le marché francophone va lui ramener. Et du coup, à force de lui ramener des gens qui sont professionnels et d'aller le voir et de construire la relation avec lui, ça fait que maintenant, dès qu'on lui présente quelqu'un, cette personne-là passe en paiement hebdomadaire directement. Mais ça n'existe pas du tout chez les autres agents et c'est pas du tout un standard. En fait, normalement, Ouais. ça m'est arrivé en paiement hebdomadaire, ça prend 3 mois. Peu importe le volume auquel vous êtes, quand vous passez avec un nouvel agent, passer en paiement hebdomadaire, ça prend 3 mois parce que le risque sur la trésorerie de l'agent, il est énorme. En fait, quand vous commencez voilà, à avoir un volume important, ouais, derrière, c'est vraiment un enjeu de trésor qui est énorme pour lui. Et si il vous ship pendant une semaine et demie, 2 semaines, que vous ne payez pas, derrière, lui, il a 30-40 000 euros qui sont dehors et il ne peut pas se permettre de les Ouais. perdre. Donc, ouais, gros enjeu Parce là-dessus. que, tu vois, en plus, tu parlais de ces 21. Enfin, sur quelqu'un qui faisait je ne sais plus combien de KD, on était à 21 000 de gestion de trésorerie en plus, tu vois, pour pouvoir Ouais, souffler. en fait, à 10 cadets, c'est Ok. les ordres de grandeur parce que 10 À peu cadets, près, à peu ouais, près. c'est ça, Selon 10 les codes, cadets, etc. 10 cadets, 30% de COGS, voilà, 3 Mais, cas par jour. mais ces 21 000 euros de trésorerie là, quand ça se passe bien, du moins qu'il y a un momentum et tout, genre le levier que ça peut avoir, c'est énorme. Si tu peux Ouais, bien réinvestir sûr. ces 21 000 en ads, bah, si tu fais 2,5 de ROAS, bah, tu fais ça fois 2,5 de Ouais, ROAS, ouais. ça fait ton CA.
et tu fais ce CA-là fois 20%, et bah, ça te fait cette marge en plus. Mm. Et c'est genre énorme, tu vois, ce que tu peux aller chercher juste parce que tu as été mis en relation avec les bons contacts et qu'il y a eu la trust justement entre la personne qui t'a mis en relation, etc. Enfin, c'est genre, c'est huge, tu vois, c'est vraiment énorme. Donc, c'est pour ça, en fait, j'en reviens encore une fois. Dans l'e-com, il faut pas être tout seul. Genre, Ouais. le gap à être entouré avec les bonnes personnes, etc., les bons interlocuteurs, il est énorme en termes d'information, en termes de trust, en termes de contact, en termes de beaucoup, beaucoup de choses. Et donc c'est pour ça, entourez-vous justement de bonnes personnes dans l'e-com. Si vous pouvez pas vous payer de format ou quoi, allez dans les groupes gratuits, parlez à des gens, j'en reviens, mais c'est vraiment essentiel. Genre restez vraiment pas dans votre coin dans l'e-com, même si vous faites, même si vous pensez avoir tout compris, que vous faites 1 KD, 2 KD, 5 KD, 10 KD, j'en sais rien, vous avez rien compris encore à l'heure actuelle, ça reste vraiment faible. Entourez-vous, c'est important, parce que tôt ou tard, vous aurez besoin justement d'une mise en relation à droite, à gauche, d'un contact, d'un déblocage, de je ne sais quoi. Donc, encore une fois, on vient de le prouver juste ici. Ah, j'ai un autre sujet aussi qui va intéresser pas mal de monde. Tu vois, tout à l'heure, on a parlé du fait que des agents, il y a certains agents qui peuvent être vicieux, qui peuvent, notamment avec les taxes, faire le marketing dessus, qui peuvent mentir sur la qualité, etc. Donc, il existe de tout type de mensonges avec certains agents. Donc, d'où l'intérêt d'avoir les bons contacts et d'être mis en relation avec les bons pour éviter justement de tomber sur les mauvais. Mais je pense que dans une carrière d'un e-commerçant, forcément, en moyenne, quelqu'un qui va tomber justement sur un agent où vous allez vous faire berner avec. Et moi, j'ai notamment une story par rapport à ça et ça m'a servi de leçon. Donc, c'est tout simplement quelque chose qui m'a coûté 70 000 euros dans la gueule. Donc, ça a été une belle leçon, on va dire. Et je pense que 70 000 euros, c'est vraiment la fourchette basse et je vais vous expliquer. C'est le fait de toujours vérifier les factures de ses agents. Même si on fait confiance à l'agent, même si peu importe ce qu'il en est, parce que parfois il y a des erreurs manuelles, il y a des agents qui passent encore par des systèmes de facturation manuelle. Donc malgré le fait que sur le papier, peut-être qu'ils ne voulaient pas vous berner, tu vois, quoi que ce soit, bah, il y a peut-être eu quelques erreurs dans le lot, ça peut se transformer en centaines d'euros, puis à terme en milliers, voire même en dizaines de milliers d'euros sur une échelle assez longue. Mais moi, ça s'est passé sur plusieurs mois avec 2 agents différents où j'ai jamais vérifié parce qu'en fait j'avais une grosse trust en ces agents-là. Tout simplement, on me les avait présentés, soi-disant c'était les meilleurs, machin, etc. Il y avait des interlocuteurs français, j'étais content avec eux, etc. On s'appelait au téléphone, vu que j'avais un bon volume, ils savaient que j'étais sur les réseaux et tout, tu vois, bah, genre ils me mettaient en avant, on va dire, dans leur système de commande et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, une fois que il y a un moment donné, j'ai commencé justement à mettre le nez un peu plus dans la finance et dans le PNL de mes boutiques, etc. Parce que c'est vrai qu'au début, quand tu es pris par le scaling, tu sais, c'est un sujet que tu mets de côté, tu vois, la logistique, ta vraie finance, ton PNL, tout, tu le fais en rapide, mais tu n'y vas pas en détail et tu prends pas le temps d'eux et tu penses qu'à envoyer des ads, à être sur ton marketing, etc., envoyer des nouveaux produits et tout. Et bref, quand j'ai fait le récap, genre vraiment fourchette basse, parce qu'en gros, le problème, c'est qu'il y en avait un qui avait une facturation, c'était impossible de la lire. Et c'était fait pour. C'était un agent qui était là pour niquer les gens totalement. Globalement, ce qui se passe, c'est que, admettons, sur une journée, je fais, je sais pas, 500 commandes par jour. À l'intérieur, du coup, je vais vendre, admettons, je vends 5 produits différents. Bah lui, il va pas me faire un récap, tu vois, commande par commande. Ok, dans la commande 13 251, il y a ce produit-là 2 fois, ce produit-là 1 fois. Dans la commande 13 252, il y a juste ce produit-là 3 fois. Il va me dire, ok, sur ta journée, tu as vendu ce produit-là 152 fois. Ce produit-là, tu l'as vendu 300 fois, celui-là 20 fois, celui-là 5 fois. Voici le coût que ça te coûte au total et voici la réduction de bundle en bas. Il te met la réduction de bundle, en gros, elle est égale à 1200 sur ta journée. Et donc, c'est le quoi que ça fait. Mais du coup, c'est illisible. Tu peux pas avoir en fait. Ok, bah cette commande-là, ça m'a coûté 16 $ à envoyer. Cette commande-là, c'est 13 $, etc. Donc, tu peux pas vérifier en fait. C'est impossible à vérifier. Je l'avais vu dès le départ, mais comme je faisais confiance, je me suis dit en vrai, ils sont pas là pour me niquer. Donc voilà. Bon, bref, je l'ai découvert plus tard. Ça m'a coûté je sais pas combien. Et pareil avec un autre agent où cette fois-ci, le système de facturation était bon. Mais j'estime que, dans tous les cas, l'erreur vient à chaque fois. L'agent m'a niqué, tu vois, mais l'erreur vient de moi aussi, tu vois. Genre, c'est une erreur qui vient de ma part, j'aurais dû vérifier, tu vois, dès le départ. Et là, c'est pareil, le système de facturation était bon, mais j'ai pas vérifié parce que j'ai pas pris le temps d'eux. Et pareil, en faisant les comptes, en fait, c'est quand ça se passait mal, on va dire au bout de 2-3 mois, où en fait, les délais de livraison étaient super longs, etc. J'ai été voir aussi les factures au même moment, parce que souvent, quand ça se passe mal, que tu mets un peu ton nez là-dedans, et finalement, tu découvres la catastrophe. Et quand tu fais le total, plus de 70 000 euros de COGS, tu vois, partis dans les airs, et bah, bien évidemment, il n'y a personne qui veut rembourser ou quoi que ce soit. Donc bref, voilà. En gros, vérifiez toujours les factures de vos agents, et notamment maintenant, avec
Claude Code, etc. Je sais qu'il y a des moyens. Alors, c'est pas moi qui le fais directement dans les shops, etc. J'ai un associé justement qui s'occupe de ça. On a une app interne, etc. Mais sans aller loin et dev votre app interne, juste avec Claude Code, avec quelques exports CSV, en donnant juste les cox par pays, etc. Il y a moyen de vérifier maintenant les factures très très rapidement. Donc, je vous invite à le faire, même si vous faites confiance à votre agent, parce que les erreurs manuelles, ça existe. Parce qu'il y a des agents qui sont pas sérieux et qui sont là pour niquer avant tout, donc il faut quand même s'en rendre compte. Donc voilà, petits tips et petites values autour de ça, toujours vérifier en gros. Ouais, moi c'est un process que j'ai mis dans la Zicom parce qu'en fait, même si on n'a que des agents dans lesquels on a confiance, bah, comme tu dis, 'fin, ça arrive des fois les erreurs manuelles et la confiance exclut jamais le contrôle. Donc on a mis un petit process en place, même sans aller voilà, dans des trucs trop techniques. En fait, ça prend 3 minutes par jour. Il suffit de faire un export CSV dans votre onglet analyse de Shopify que vous donnez tous les jours à votre Claude. Et puis derrière, une fois par semaine, vous lui donnez la facture de l'agent, votre grille de COGS. Et donc en fait, il va comparer la grille de COGS, vos commandes et les factures. Et il va vous dire tout de suite si c'est cohérent. Il va vous dire, bah voilà, déjà, privilégiez les agents qui vous font ce qu'on appelle un breakdown, une facture détaillée. Oui. Alors au moins ligne par ligne de commande. Ça, c'est le minimum. Après, au bout de la ligne, soit vous avez un COGS total, soit vous avez le prix du produit plus le prix du shipping et un total. Mais privilégiez toujours un agent qui vous fait une détail ligne par ligne parce que sinon c'est illisible. Comme tu le disais, Ouais. c'est ce qui s'est passé. Et puis derrière, voilà, en plus, quand vous envoyez ce fichier à Claude avec derrière votre grille de COGS, donc ce fichier, je parle de la facture, derrière l'export Shopify et votre grille de COGS, bah, en fait, tout de suite, il va vous dire, voilà, ligne 150, il y a un écart. Vous pouvez checker à la mano, mais en fait, si sur 1000 commandes, il vous sort 5 ou 6 lignes où il y a un écart, bah derrière, vous checkez à la mano, il y a peut-être une erreur ou il n'y en a pas. C'est à vous de checker suivant, par exemple, ça peut être un écart de marché de destination, etc. Peu importe. Mais aujourd'hui, ça se vérifie hyper facilement. Ouais. Ou bien, sinon, vous mettez un de vos VA dessus, par Moi, c'est exemple. ce que je faisais. Ouais, si vous avez typiquement votre VA qui fait votre PNL et qui gère 2-3 trucs dans votre back-end, bah, une fois par semaine, il prend du temps pour vérifier la facture. Attention avec les VA qui contrôlent les factures, c'est un truc qui est hyper chronophage et qui est très chiant à faire. Et pour qu'ils le fassent correctement, il faut les incentiver. Donc, il faut leur dire, voilà, tu contrôles les factures et à chaque fois que tu trouves un écart, bah, moi, je récupère l'écart avec l'agent et je te reverse 20-30% de Un peu l'écart. moins, je pense, tu peux. Ouais, ou 10%. Moi, je Enfin, bon. faisais 5% des erreurs, en gros. D'accord, ok. Et enfin, tu vois, pour un Philippin qui gagne allez, 500 $ Ouais, le c'est sûr. mois pour 40 heures par semaine, alors ça fait très esclave quand je dis ça, mais je vous jure, il y a tout le monde qui s'y retrouve, il est super content Ouais. là-bas, il gagne très bien sa vie avec ça, etc. Mais juste, en fait, il va gagner 20, 30, 40, 50, 100 euros par mois, c'est énorme, tu vois, Ouais. pour eux. Et après, il faut voir, tu vois, à quel point est-ce que ça l'incentive ou pas, c'est sûr, mais il faut juste trouver un petit juste milieu. Où... Ouais, c'est clair. Déjà, pour en revenir aux Philippins, si tu payes un Philippin 500 $, si tu exclus juste Manille, donc la capitale, 500 $, c'est 3 fois le salaire moyen Ouais. dans les Philippines. Donc, et du coup, ouais, incentivez-les, voilà, ne serait-ce que 5%, 10%. Bah, du coup, il va être beaucoup plus enclin à prendre ligne par ligne. Ça lui prendra le temps qu'il faut. Mais bon, il va faire le taf et derrière, s'il s'y Ouais. retrouve avec quelques dollars, bah, en fait, il sera super content. Ouais, Donc, mais de toute façon, si vous savez pas du tout utiliser Claude et tout, chose qu'en vrai, de toute façon, c'est pas si compliqué que ça maintenant. En vrai, genre, même si vous savez pas, là, par exemple, ce que tu as pu expliquer sur le process, export CSV, etc., si vous savez pas le faire, bah, posez juste la question à Claude. Genre, mets-toi dans la peau, je sais pas, d'un expert en finance. Genre, vraiment les prompts basiques. Qu'est-ce que je dois faire pour vérifier correctement mes factures? Pose-moi toutes les questions dont tu as besoin pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Comprendre mes COGS, comprendre ma facturation, etc. Comprendre que je suis sur Shopify et tout. Quel est le process le plus simple pour vérifier très rapidement en fait mes factures avec le moins de temps possible, mais avec la meilleure des qualités possibles. Si ça prend un peu de temps, vous le déléguez justement à un VA. Sinon, vous prenez un virtual assistant qui sait déjà manier un petit peu les IA, etc. et qui justement a un peu cet aspect financier à la base. Je sais pas, il a fait 2 ans de compta, j'en sais rien, et puis il touche vite fait à Claude, bah, il pourra le faire à votre place si besoin. Mais en vrai, maintenant, c'est assez simple. Même si vous êtes une quiche en finance ou quoi que ce soit, vous posez juste les questions à Claude et ça devrait le faire. Donc, tout ouais. à fait. Bon, bah voilà. Petit tips aussi, vérifiez toujours vos factures.
Sinon, ça peut vous coûter cher. Il y a un autre sujet aussi dont tu as commencé à aborder tout à l'heure. C'est au niveau justement le fait de faire des packaging. Quand on passe par AliExpress notamment, on peut pas, alors que par un agent, on peut commencer à brander son produit. Il y a quand même un gros intérêt à le faire dès qu'on commence à faire un certain volume. Parce que quand la personne reçoit le produit, c'est quand même mieux si c'est brandé, etc. Alors, en général, c'est pas des packaging catastrophiques que les agents et chinois envoient. Mais c'est sûr qu'à un certain volume, c'est le terme que j'ai employé tout à l'heure, c'est le coût d'opportunité à avoir un packaging, il est trop fort pour ne pas le faire, en fait. C'est juste ça. Donc, si vous faites 3, 4, 5, 6, 7 KDI ou plus et que vous n'avez pas de packaging, genre faites-le direct, genre vraiment ça va vous apporter beaucoup plus que ce que ça va vous coûter. Et limite, parfois, ça peut ne rien vous coûter aussi, selon les arrangements que vous avez avec vos agents. Donc, comment est-ce que ça se passe? Quand est-ce qu'on recommande à quelqu'un de commencer à réfléchir justement à faire son packaging? Il y a aussi la carte de remerciement qui est compris dedans. Qu'est-ce que les gens peuvent espérer en termes de coûts et comment ça se passe à ce niveau-là en général? Carte de remerciement, j'aurais tendance à dire dès que possible, parce qu'en fait, souvent, de la même manière que si vous travaillez depuis longtemps avec un agent et que ça fait 3, 4 mois, 5 mois que vous travaillez avec lui, dès que vous avez un prod qui commence à prendre, très souvent la carte de remerciement, elle est offerte quand même. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et qui est assez commun. À partir de quel volume tu peux espérer? Bah, à partir de 10, 15, 20 commandes par jour, en gros entre 500 euros D et un cadet, Ok. bah, vous pouvez commencer à mettre une carte de remerciement. Voilà, vous bricolez un truc sur Canva aux couleurs de votre shop. Enfin, pas besoin de se prendre la tête, Ouais. hein, c'est quelque chose d'assez simple. Merci pour votre commande. Vous mettez un code de Exactement. réduction, comme ça les pousse à recommander. Et puis voilà, quoi. Tout à fait. Donc quelque chose de très très simple. Derrière ça, souvent, c'est offert à partir de voilà, un volume qui est assez minime, hein, 10, 15, 20. En fait, eux, ils l'impriment sur un papier un petit peu épais et c'est rapide. Et ils glissent ça dans chaque commande. Donc ça, je dirais assez rapidement. Et derrière, le packaging personnalisé, donc on ne parle pas du colis global, qui souvent, ça, c'est le colis gris classique. Mais le packaging, ça va être vraiment la boîte qui contient le produit. Ça, c'est pareil, vous pouvez la faire du coup sur Canva, Illustrator, Photoshop, enfin, Mhm. le logiciel que vous voulez. Mais donc, on parle vraiment de la boîte qui contient le produit, donc le packaging à proprement parler. L'ordre de grandeur, si c'est une boîte qui est, on va dire, standard, donc carré ou rectangle, assez simple à faire, l'ordre de grandeur, c'est vous allez devoir commander un gros volume d'un coup, mais qui va pas vous coûter grand-chose. Donc, par exemple, ça va être globalement l'ordre de grandeur, c'est 500 $ pour 10 000 quantités. Donc, ça fait à peu près 5 centimes du packaging, ce qui représente un coût qui est vraiment Oui. pas énorme en fait, si on ramène. Donc, à partir du moment où vous avez voilà, un prod qui a un peu pris, un peu de trésor sur le côté, donc 500 euros, 500 $ ou 500 Oui. euros, vous commandez vos packaging et vous savez que ça va vous suivre pendant un moment parce que 10 000 packaging avant de les écouler, il y en a pour un moment. Et puis ça vous permet aussi d'avoir un packaging qui est cohérent avec ce que vous mettez sur dans vos images produits. Parce que derrière, souvent, si vous avez une photo avec votre produit plus le packaging à côté sur votre shop ou Il peut quoi y que ce avoir soit. quelques retours de gens. Ça à reste fait. minime, mais bon, Donc si on peut maximiser l'expérience client, ça c'est bien. permet d'être cohérent et donc ça fait que arrivé à ce niveau-là, donc vous avez commandé vos packaging, le client il reçoit le colis gris classique avec l'étiquette, mais quand il l'ouvre dedans il y a du coup la carte de remerciement et ensuite le packaging avec le produit qui correspond à ce qu'il a vu sur le Mhm. shop. Et après pour brander le produit à proprement parler, donc par exemple graver votre logo sur le produit, ça il y a des agents qui vont avoir la machine pour le faire en interne et juste graver ou imprimer sur le produit le logo. Après, ça, c'est à discuter avec l'agent. S'il faut le faire au niveau de l'usine, vous allez avoir des MOQ, Ouais. minimum order quantity. Donc, l'usine va vous dire, OK, on peut vous faire ça, mais il faut qu'on change telle chose sur la ligne de prod. Donc, c'est minimum 1000 pièces ou minimum 2000 pièces. C'est pour les gens quand même Et plus donc là, avancés, on ce parle genre quand de move. même sur des gens plus avancés parce que commander 10 000 packaging à 500 $, ça va, mais si vous devez commander 1000 ou 2000 produits à 4-5 $, l'enjeu Oui. de trésorerie, il n'est pas le même. C'est sûr. Donc là, on rentre dans d'autres dimensions, mais ça se discute avec l'agent. Des fois, l'agent, il a en interne une petite imprimante, pas une imprimante 3D, mais une petite machine avec un laser qui imprime voilà, directement sur le produit un logo ou quelque chose comme ça. Des fois, c'est faisable, donc à discuter avec l'agent. Mais
En fait, finalement, c'est toujours un enjeu de trésorerie. Dès que vous avez la trésor dispo pour, du coup, pareil, voilà, packaging, logo et tout, plus votre produit il est brandé, plus il y a une cohérence entre ce qui se passe sur votre shop, ce qui se passe dans vos ads, ce que le client reçoit. En fait, l'expérience est linéaire et donc derrière, la satisfaction, alors vous n'allez pas faire 20% de recurring de cette manière-là, mais globalement, vous allez quand même minimiser le SAV, le Ouais. chargeback, parce qu'en fait, quelqu'un qui dit oui, le packaging, il n'y a pas votre logo dessus, il est noir et blanc, je comprends pas, votre produit vient de Chine, etc. Donc c'est pas forcément des gens qui vont aller jusqu'au litige, mais ça prend quand même du temps de le gérer en Oui, SAV, oui. c'est toujours ça de. Puis Donc en fait, c'est quand tu accumules les choses. Je sais pas, par exemple, ton marketing il est ultra agressif par rapport à ce qui ouais, est délivré. bah oui, La qualité de ton produit, pareil, t'en parles comme si, alors qu'en vrai, quand la personne le reçoit, en plus de ça, la personne se rend compte que ça vient potentiellement de Chine. En plus de ça, le packaging, en fait, c'est juste l'accumulation de micro-choses qui font que le litige peut potentiellement se déclencher ou alors Mm, qu'il vous harcèle en fait sur Trustpilot ou je ne sais où. mm, Donc c'est pour ça il faut quand même faire attention à chaque micro-détail. Faut pas non plus aller dans l'extrême surtout, c'est-à-dire qu'il faut pas prendre le méga packaging qui coûte ultra cher, mm. etc. Faut pas que ça vous coûte 1,50 € Ouais, bien sûr. colis ou quoi, c'est beaucoup trop. Et encore une fois, le coût d'opportunité n'est pas bon. Avoir un trop gros packaging qui coûte trop cher, parce que en fait, tant que ça reste cohérent et que c'est correct, tu vois, ça va, tu vois, les clients, Mm, ça va, ils sont contents. Et ensuite, c'est le produit en lui-même qui va faire que est-ce qu'il y aura de la LTV ou pas, tu vois, c'est surtout ça. ouais. Donc ne tombez pas dans l'extrême et faites pas la méga carte de remerciement, faites pas, bon, ça encore, ça va, ça coûte pas si cher que ça, mais Mm, le packaging, restez soft. Et puis voilà. Mais faites-le, à un moment donné, le coût d'opportunité, il est trop important pour pas le faire. Donc ouais, dès que vous faites 1, 2, 3 KDI ou plus, vous devez le ouais. mettre en place, quelque chose de pas trop cher et de simple. En fait, c'est toujours une question de volume et de statistiques. C'est-à-dire que, bon, si vous avez, par exemple, 2 à 3% des gens qui vous font des retours SAV par rapport au branding, par rapport aux problèmes de packaging, par rapport à tout ça, sur 100 commandes, ça fait 2-3, c'est pas très compliqué à gérer. Sauf que le jour où vous commencez à faire un peu de Ouais. volume et que vous avez accumulé sur votre shop 5-6 000 commandes, bah, en fait, les 2-3% là, ils se transforment en une quantité de demandes qui est beaucoup plus importante. Donc, on Mm. a toujours cet enjeu de volume de statistiques. Après, bon, en général, vous externalisez ou vous prenez quelqu'un pour gérer le SAV, vous le faites plus vous-même. Mais bon, dans tous les cas, cette personne-là, elle y passe du temps ou elle pourrait faire autre chose. Donc, oui, oui, faire arriver à un certain volume, faire attention à ça. En fait, c'est vraiment de la cohérence dans tout le tunnel, que ce soit voilà, de l'ADS, de la page prod jusqu'à la livraison finale. C'est quelque chose Ouais. qui joue. Et en parlant de livraison finale, justement, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Comment ça se passe en fait la livraison avec depuis la Chine? C'est quoi les délais? Est-ce qu'il y a différents types de livraison? Tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais, en fait, alors, il y a beaucoup de choses. C'est un sujet qui est hyper Parce vaste, que la les débutants livraison. notamment, ils se disent mais genre comment quelqu'un peut attendre 12, 13, Hmm. 14 jours, tu vois? Enfin genre, tu sais, même des fois ils ont 20, 15, 20 jours en tête. Comment est-ce que quelqu'un de sensé peut attendre autant de jours pour recevoir son colis? Est-ce que ça marche même si on envoie en, je sais pas, en 10, 12, Hmm. 13 jours et tout ça, tu vois? Alors, déjà, il y a deux choses. C'est que, premièrement, oui, aujourd'hui, les gens sont un peu matrixés par Amazon qui livre en 48-72 heures. Et donc, on se dit, ah ouais, moi, si je livre en 12 jours, les gens, ils vont s'affoler, etc. Alors, déjà, faut savoir que, en fait, derrière vous, quand vous faites vos campagnes, mine de rien, vous sélectionnez un objectif qui s'appelle conversion. Meta, il sait à qui il montre vos publicités et il Mm. sait que c'est des gens qui commandent. L'algorithme, il connaît tout par cœur et il sait que c'est des gens qui ont tendance à commander sur votre type de shop. Et votre type de shop, c'est souvent les mêmes. C'est souvent, du coup, des produits qui sont sourcés en Chine. Et donc, c'est des gens qui ont l'habitude, nous on est jeunes et on a l'habitude de commander sur Amazon, on a l'habitude de l'être livré vite. Mais les gens qui ont l'habitude d'acheter via de la pub méta et donc souvent des produits qui sont livrés depuis la Chine, c'est des gens qui ont l'habitude, eux, d'attendre 9, 12, Ouais. 13 jours pour recevoir leur colis. Donc il y a ça, premièrement. Ensuite, depuis la Chine, aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de livrer. Donc, en fait, il y a des livraisons en 4-6 jours qui sont très très chères via DHL, etc. Ensuite, il y a d'autres shipping lines, donc compagnies de livraison, qui sont
Le meilleur intermédiaire, je pense, donc là on va parler de Yoon Express, qui est la plus connue, mais il y a 4PX, il y a Yanwen, il y en a beaucoup. Et derrière, donc ça c'est globalement la compagnie qui va faire le shipping depuis la Chine et qui va arriver bon, à Charles de Gaulle ou à Mm. Bruxelles, bon, voilà, qui va livrer jusqu'à l'Europe. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le last mile, donc la livraison du dernier kilomètre qui va prendre le relais. Et donc là, en France, on a La Poste, par exemple, qui coûte relativement cher, donc les agents n'utilisent pas trop ça en général. Le meilleur intermédiaire en France, ça va être Colis Privé, et après, on va avoir en dessous Kenyao, on va avoir, qu'est-ce qu'il y a d'autre ouais, non, Colis Privé, je l'ai dit. Merde. Ouais, Colissimo, etc. Enfin, c'est la Euh, poste, ça, tout ça. ouais. Ouais. Donc voilà. Et donc voilà, donc en fait, mine de rien, entre du coup l'agent et votre client final, déjà il y a en général minimum deux compagnies qui vont s'occuper de la livraison. Aujourd'hui, la livraison standard depuis la Chine, alors les délais avaient légèrement augmenté parce que du coup ils avaient routé les colis via la Belgique et tout comme on le disait tout à l'heure, mais aujourd'hui c'est du 9, 12, plutôt 10, 12 jours quoi. Ok. On est sur du 10, 12 jours. Après, il y a des choses qui s'implémentent, typiquement des flow mail de suivi de colis. Aujourd'hui, en fait, Ça, c'est obligatoire même. aujourd'hui, le suivi est très bien fait depuis la Chine. Votre agent, en fait, il fournit des liens de tracking sur le colis. Et derrière, vous voyez en continu où est-ce qu'il est le colis, quelles sont les étapes, Ouais. etc. Et donc, en fait, vous mettez en place des flow mail avec un mail à, du coup, le jour de la commande. Merci d'avoir commandé, ça c'est normal. AJ+1, AJ+3, AJ+6 et AJ+8 ou 9. Et donc, derrière, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est un client qui a zéro information, c'est un client qui va venir demander ce qui se passe et qui va s'inquiéter. Mm. Mais un client qui voit son colis bouger, eh ben, c'est quelqu'un qui va pas s'inquiéter. En fait, même si ça met 10, 12, 13 jours, s'il voit le colis bouger, il sait qu'il n'est pas perdu et donc il sait que ça va arriver. Même s'il se dit, bon, c'est un peu long, c'est bizarre, en fait, il sait que ça va arriver parce qu'il voit que le colis bouge au fur et à mesure. Donc l'enjeu, c'est juste de pas laisser le client final sans information et au fur et à mesure de lui donner des actualités, des infos, qui voit que le colis bouge et que derrière, il n'est pas perdu et Ouais. que ça va arriver chez lui, quoi. Et c'est pour ça, donc, tous les 2-3 jours, en fait, il faut faire une séquence mail avec 5-6 mails à l'intérieur. Un mail tous les 2 jours si possible, ou des fois 3 jours, mais pas plus que ça. Il ne faut pas laisser plus de jours entre les deux. Et vous pouvez faire quelque chose de manuel. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de baqué sur l'exact même livraison, dans le sens où sinon, les premiers checkpoints de la livraison, bah, ce sera vu comme en Chine au départ, tu vois. Donc, tu n'as quand même pas forcément envie de mettre en avant le fait que c'est en Chine dès le départ. Donc, vous pouvez faire juste des flow mails en mode au bout de 2 jours après commande, bah, votre colis est traité et part pour l'expédition. 2 jours après, il est arrivé, j'en sais rien, il est en déplacement, tu vois. Après, 2 jours après, il est arrivé sur la plateforme de la Poste ou j'en sais rien, tu vois, quelque chose comme ça, etc. etc. Puis ça, c'est ça qui est important, surtout. Et ça, c'est un autre enjeu de choisir une bonne shipping line et un bon last mile, c'est que tous les trackings ne se valent pas. C'est-à-dire que, en fait, Yoon Express va avoir un tracking qui est très bon parce que à chaque étape du colis, il est flashé et donc ils savent si il vient d'être entreposé dans l'entrepôt, s'il est monté dans l'avion, s'il a atterri à CDG, s'il a été traité dans l'entrepôt, etc. Il y a des shipping lines qui vont être un peu plus cheap et par exemple des fois l'agent pour vous faire des quotes beaucoup moins chères, il va sourcer, ça peut être du coup de la moins bonne qualité sur le produit, mais ça peut aussi être de la shipping line un peu cheap. C'est vrai. Et là derrière la qualité du tracking va être un peu moins quali, ils vont perdre un colis sur 10, vous savez pas trop comment, qu'est-ce qui se passe, c'est un peu bizarre. Et pareil pour le last mile, il y a un gros enjeu aujourd'hui en e-commerce, c'est qu'il y a des gens qui vont ouvrir des litiges et qui vont dire moi le colis je l'ai jamais reçu, alors qu'ils l'ont reçu. Et donc derrière, c'est hyper important d'avoir ce qu'on appelle des proof of delivery, d'avoir des preuves comme quoi le colis est bien arrivé chez le client final. Ça, par exemple, avec La Poste ou colis privé, il y a des photos qui sont faites dans la boîte aux lettres du client. Et donc, en fait, derrière, quand la personne ouvre un litige, vous envoyez la photo en disant non, non, regardez, là, il y a la photo avec la boîte aux lettres, l'adresse et le colis dedans. Donc, le last mile a bien fait son boulot. Et c'est pareil, là, tu vois, on est typiquement sur, je disais Kenyao tout à l'heure, et l'autre, l'équivalent en France, c'est Gofo, du coup. Donc, j'avais perdu le nom, mais donc Kenyao et Gofo.
Les deux, c'est des bons last mile, mais en termes de proof of delivery, ça peut mettre du temps à arriver parce qu'ils sont pas hyper réactifs. Des fois, le livreur, il oublie de prendre la proof of delivery, donc la photo ou tout ça. Donc, voilà, donc colis privé va être un très bon intermédiaire en France. La Poste est un peu chère, mais bon, voilà. Donc, faire assez attention aussi au shipping line et last mile que va sélectionner l'agent, parce que ça peut avoir un impact assez fort sur vos litiges, que ce soit via du coup la gestion des litiges pour les colis reçus, ou alors dans la perte de colis, ou alors dans le manque de tracking, parce qu'un client qui vient vous demander il est où mon colis, et vous ouvrez le lien de tracking, en fait vous avez zéro actu sur le colis depuis 5 jours et vous savez pas où il est vous-même, bah forcément c'est compliqué à gérer. Et Donc, voilà. du coup tu disais, tu peux demander à l'agent de, si besoin, de changer de last mile et de shipping line juste avant. Genre, il a la main sur les deux. Tout à fait. Et donc, c'est un pour et un contre qui se pèse à chaque fois. Est-ce que je prends quelque chose de plus cher, plus rapide? Est-ce que je prends quelque chose de moins cher, moins rapide? C'est encore une fois un coup d'opportunité. Mais après, je pense que pour 90% des gens qui débutent, etc., ça reste toujours l'entre-deux qui est le meilleur, tu vois, en général. Donc, pas le truc trop rapide en 4-6 jours, tu vois, ça va être beaucoup trop cher en termes de COGS depuis la Chine. Et le coût d'opportunité est pas si bon que ça au départ. Vous avez rien prouvé, vous n'avez pas beaucoup de traction, quoi que ce soit, vous faites pas un gros volume, donc allez pas vous rajouter des contraintes de marge directes dès le départ. Donc, genre un Yun Express 9-12 jours, c'est très très bien. Un Yun Express, un 4PX, un Yanwen, les trois pour commencer, c'est très bien. Et en last mile, en général, les agents vont commencer avec Gofo ou ou Kenyao parce que c'est les moins chers. Assez vite, quand vous commencez à faire du volume, je recommande quand même de passer sur colis privé, qui va être un bon intermédiaire. La Poste, qui est relativement cher, mais c'est normal. Colis privé est quand même globalement un très bon intermédiaire sur voilà, le suivi, la qualité. Ils vont pas mal traiter les colis, etc. Donc derrière, bon, pour un testing, les entrées de gamme vont largement suffire. Derrière, quand vous commencez à faire du volume, vous allez gagner en tranquillité d'esprit et en gestion 100%. Des litiges en passant par l'intermédiaire. Donc voilà, intermédiaire sur la shipping line, intermédiaire sur le last mile. Et globalement, comme on disait, intermédiaire sur la qualité. Des fois, c'est largement suffisant. Voilà, toujours. En fait, faire toujours le plus cheap possible sur le long terme, ça va finir par vous coûter de l'argent, que ce soit en termes d'image perçue, que ce soit en termes de retour, etc. Ça finira par vous coûter de l'argent. Toujours mettre dans le haut de gamme. Il y a un moment, si le pricing derrière va pas avec et l'image de marque va pas avec, ça peut être compliqué à gérer. Donc l'intermédiaire, c'est souvent la meilleure solution. Ok, on est d'accord. Bon, j'espère que vous avez kiffé. C'était 2 heures là, de bonne grosse value logistique, etc. C'est un sujet ultra sous-estimé, mais prenez-le au sérieux. L'agence est un vrai partenaire. Vous voyez tout ce qui s'ensuit derrière cette logistique. C'est pas juste ça, et ça a énormément de conséquences sur vos résultats et sur pas mal de choses dans votre shop. Je vous invite à aller suivre Antoine sur Twitter. On mettra du coup son Twitter en description. T'envoies aussi de la value, et puis si vous avez besoin de quelques questions ou quoi, n'hésitez pas à lui envoyer de temps en temps des messages là-bas. Et on a parlé beaucoup du coup de la Zcom Academy. Donc Antoine, c'est notamment l'expert logistique au sein de la Zcom qui aide absolument tous les membres et moi-même sur la partie logistique, et qui crée justement les relations avec les Chinois vraiment en profondeur pour nous, et qui nous aide sur beaucoup de sujets. Mais du coup, à propos de la Zcom, vous avez le lien en description. C'est impossible de rejoindre, je pense, à l'heure actuelle, c'est quasiment sûr. On n'ouvre que de temps en temps, mais vous avez la liste d'attente et vous serez prévenu en cas de réouverture. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. C'était Zizigno. Abonnez-vous aussi à la chaîne si vous voulez qu'on refasse des podcasts de ce style-là. Je le dis jamais, mais lâchez votre pouce en l'air, mettez des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Et merci encore Antoine pour la value. C'était un plaisir. Salut les gars, ciao. Ciao.